Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Passeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on vous fait un super vidéo de top 10 et j'ai avec moi deux invités. Donc peut-être que vous ne les reconnaissez pas, mais quand ils vont se mettre à parler, vous allez probablement les reconnaître. Donc je suis avec les deux animateurs du podcast Balado Ludique, Simon et Jean-François. Salut, salut! Les gars, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Balado Ludique? Oui, Balado Ludique, c'est un podcast qu'on a parti ensemble, Jeff et moi, il y a à peu près, presque un an maintenant. Ouais. Ça faisait un bout là, qu'on voulait se lancer dans un projet comme ça. On avait déjà fait quelques tests par le passé, mais là, c'était le bon moment. Donc, on a lancé ça, là, c'est ça, il y a à peu près un an. Puis, vous avez reçu des invités de marque quand même à votre podcast, là. Quand même un petit peu, on essaie surtout pour la deuxième saison d'aller chercher des entrevues, des gens du milieu, parler avec des gens comme David Dupéret de Tiki Édition. Donc il y a aussi d'autres assez gros noms là, qui s'en viennent éventuellement là, à Balado. Mais je pense que quand cet épisode-là va sortir, ça va déjà être dit, là, ça va déjà être su. Donc, c'est dur à gérer le futur. Ouais, c'est ça. On va avoir interviewé Catala, Ludovic Montblanc, Antoine Boza, donc, et on a interviewé Tom Vassal aussi, donc c'est quand même assez intéressant. Là. Ouais, exactement. Des opportunités qu'on prend parce que ça arrive, puis on est vraiment chanceux d'être là, puis de pouvoir profiter de ces personnes-là super intéressantes. L'entrevue avec Tom Vassal était assez intéressant de le voir à Montréal d'ailleurs. Mais des vraiment sympathiques comme personne. Pour vrai, là, moi j'allais parler un peu à Gen Con, à son kiosque. Super humble, mais puis vraiment, là... Oh ouais, très généreux de son temps, puis il veut... Ce qui m'avait le plus surpris, là, j'étais allé voir le panel de Dice Tower, puis la salle était pleine, là, c'était salle comble, il y avait, je sais pas, peut-être 1000 places dans la salle, puis il était à l'entrée, puis il accueillait chaque personne, il leur serrait la main, il leur disait bonjour, il prenait le temps, tu sais, c'est des petits gestes qui ont l'air insignifiants, mais... Ouais, tu vois qu'il est proche des gens. C'est quelqu'un qui est très généreux, donc ouais. Il y a aussi une autre chose très surprenante, il est très grand. Ouais, c'est ça. Moi, à côté de moi, elle en a un géant. Ça paraît pas, là, peut-être en vidéo, mais il est assez grand. Le Dice Tower. Voilà. Tiens bien son nom. Donc, les gars, aujourd'hui, on fait un top 10 sur les jeux coopératifs. Non, les jeux quoi? Je pensais que c'était les jeux à deux. On va sortir vite. Ok, je vais arranger ça. Fait que, jeux coop, c'est quoi, les gars? Jeux coop, jeux coop, des jeux où on va jouer ensemble contre le jeu. Généralement, on va tous travailler ensemble dans un but unique, c'est-à-dire de gagner contre le jeu, ou on va évidemment perdre ensemble contre le jeu. Ça, c'est la formule un peu classique des coop. Évidemment, on va intégrer là-dedans quelques jeux coop avec traître, possiblement. Il y en a pas beaucoup, mais... Ah, peut-être dans nos listes. Ça va peut-être se glisser. Et les traîtres, c'est ça, ils se glissent partout, on sait jamais. On sait jamais. Parfait. Donc, on commence ça, top 10 des jeux quoi? Ok, fait que là, il faut que je dise numéro 10! Oh yes! On commence ça. Magnifique. Donc, mon numéro 10, c'est le jeu Red November. Novembre Rouge. Alors, c'est quand même un jeu qui commence à dater un petit peu, là. Ça doit faire presque une dizaine d'années qu'il est sorti. On va jouer des genres de gobelins dans un sous-marin russe. Ça fait du sens. Ouais, c'est ça. Des gobelins sous dans un sous-marin russe. C'est encore plus. Et on va essayer de s'en sortir. C'est un tout petit jeu. En fait, la première édition était dans vraiment les petites boîtes Fantasy Flight. Après, ils ont refait une édition un peu plus grosse, un peu plus carrée. Mais extrêmement classique dans le jeu coop. Donc, il faut aller à des lieux pour résoudre des crises et en même temps, s'assurer de survivre assez longtemps pour que les secours viennent nous chercher. Humoristique quand même, là, je t'es des genres de gobelins, emmener tu bois de l'alcool, ça te donne du courage, tu peux traverser le feu, sauf que tu vas peut-être pas pouvoir résoudre, réparer les engrenages dans le sous-marin. Et une chose qui est assez intéressante de ça, c'est qu'il n'y a pas de traître,
Mais tu peux décider à n'importe quel moment. T'en Mettons, aller. tu dis ton équipe, tu penses qu'on va pas gagner, ben tu te pousses. Et que t'es abandonnes. Tu pousses du sous-marin, puis tu t'en vas, puis là, ben si eux ils perdent, toi tu gagnes, mais sinon, ben t'es mort. Ok. Là. Fait que, C'est le genre de trade pusher là. ouais, c'est ça. Sinon, ben, la particularité de ce jeu-là, c'est que tu as une espèce de tableau autour du plateau de jeu, puis ça, c'est le temps. Qui reste avant qu'il manque d'air dans le sous-marin. Donc ça veut dire que tu vas prendre des actions, mettons cette action-là va te prendre 3 minutes, ben tu vas bouger de 3 minutes dans ce truc-là, mais tout le monde est un peu à des moments différents dans la temporalité. Là. Donc c'est toujours celui qui est le dernier qui va jouer, mais ça l'amène vraiment une gestion intéressante. C'est comme un système de points d'action, mais mélangé avec points de temps. Ok, fait que si c'est une action qui est longue, tu vas la faire, mais ça va être long avant que tu rejoues. Avant que tu rejoues, exactement, alors que tu peux faire 2-3 petites actions rapides. Donc Red November, c'est un jeu un peu qui est un peu sous le radar de nos jours, mais qui a été quand même sous-marin populaire. quand même. Mais je l'ai jamais essayé. Trop deep. Je l'ai déjà vu, mais je l'ai jamais essayé. Ouais, mais c'est un jeu, c'est ça, hein, qui commence à dater un petit peu, mais selon mes souvenirs étaient encore très, très intéressants, assez C'est bien léger. fait, là. C'est puis- ça, absolument. Moi, mon numéro 10, c'est le contraire. C'est probablement c'est mon jeu le plus récent de ma liste, clairement. C'est un jeu que ça fait même pas un mois qu'il est sorti, que j'ai joué Ouais. récemment, puis ça a été vraiment un beau coup de cœur. Là. Ok. C'est un jeu coop en temps réel, avec un bateau pirate. Ça s'appelle Oh. Tales of Pirates. Ça a l'air incroyable. C'est génial comme jeu. Là. C'est un jeu où on va avoir du placement d'ouvriers. Chaque joueur a un petit pirate qui est un sablier, en Ouais. fait. Puis là, on va avoir des emplacements sur le bateau avec les différentes actions qu'on peut faire. On a vraiment le mot en 3D. Là. Ah ouais, c'est vraiment un truc en 3D. Ouais, un truc en carton en 3D, puis tu vas aller mettre ton sablier à la vigie si tu veux faire cette action-là. Fait que là, tu retournes ton ouvrier pour le placer. Puis là, quand ton sablier, le temps est écoulé, là, tu peux exécuter l'action. Puis là, je pourrais explorer une carte, puis savoir qu'est-ce qui s'en vient. On a des actions pour piloter le vaisseau, le tourner. On Tirer peut des canons, tirer des canons, charger les canons, réparer le vaisseau. Donc, il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Et ce qui est vraiment cool, en plus, dans ce jeu-là, c'est qu'il y a une application. Fait que, il y a une application qui gère le jeu, qui te dit le setup, comment le faire, mettre telle carte dans ton paquet, tout comment préparer tes choses. T'as une belle petite musique d'ambiance aussi quand tu joues, des petites animations un peu drôles. Fait que ça te met dans le thème des pirates. Et le fait aussi qu'il y a 10 enveloppes dans le jeu. Fait que t'as des enveloppes numérotées 1 à 10. Fait que là, quand tu fais la partie 1, ben, tu joues la partie d'introduction. Ok. Après ça, tu ouvres l'enveloppe 1. Fait que là, ok. tu rajoutes une petite règle, rajoute une petite affaire. Tu fais le premier scénario. Progressif Après, dans tu fais l'apprentissage. le deuxième scénario, là, puis il rajoute une nouvelle règle, un nouvel espace sur le bateau, une nouvelle affaire à côté. Fait que il y a une petite évolution, une genre de mini-campagne, si on veut. Là. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi. Ça fait que chaque scénario est vraiment différent les uns des autres. Donc, Puis est-ce que peut-être tu l'as dit, mais c'est combien de temps une partie à peu près? c'est des rondes de 10 minutes. Puis Ok. les parties, c'est 2 ou 3 rondes. Fait que ça va être 20 à 30 minutes, puis c'est terminé. Puis c'est le genre de jeu que tu joues une game, puis c'est comme, ben là, Tu vas en jouer. on fait le prochain, là, on va ouvrir la prochaine enveloppe. Fait que tu fais 3-4 games quand tu joues. Fait que non, ça vraiment une belle petite découverte. Là. Il y a un attrait, ben, déjà juste physique. visuel là, du que jeu. le visuel, mais aussi un jeu temps réel avec des sabliers, c'est quand même un style de jeu particulier Il y en a qui pas existe tant pas que ça, beaucoup. Il y en a pas beaucoup. ouais. C'est le genre de truc qui, ben, en tout cas, moi, Mathieu, personnellement, beaucoup, j'ai Très vu du monde très jouer. original, très Je suis comme, original. oh, je vais l'essayer. Ça m'est pas encore à donner, mais clairement, ça va être, on va l'essayer. Ah oui, c'est un essai, c'est absolument. Là, les assuré jeux real time, là, c'est une de nos passions. Fait que... Ok, moi aussi, une nouveauté de cette année, très très récent, peut-être même pas encore tout à fait disponible. Le jeu s'appelle The Mind. Alors The Mind, c'est un jeu, donc on peut vraiment l'imaginer comme The Game, donc petit jeu de cartes coopératif avec des cartes de numéro 1 à 99 ou même jusqu'à 100 si je ne me trompe pas. Mais la particularité dans celui-là, c'est qu'il va y avoir, bon, disons, 10 niveaux qu'il va falloir traverser en groupe. Et à chaque niveau, ben, on va avoir plus de cartes en main. Donc, au premier niveau, tout le monde va avoir une carte en main. Au deuxième niveau, 2 cartes en main, et ainsi de suite. Donc, premier niveau, tout le monde a une carte en main. Le jeu, c'est temps réel, coopératif. On peut pas se parler et on doit jouer les cartes en ordre croissant. Tu joues quand Ok. tu veux. Fait qu'il est quand même assez inspiré de The Game. Très inspiré de game, mais tu joues pas à tour de rôle. Tu joues ta carte quand tu On veux. joue dans l'ordre qu'on veut. Exact. Ok. On peut pas se parler. Mais On peut évidemment... faire du non-verbal.
il faut qu'on se parle. Ok. T'sais, on J'ai peut pas pas se parler, d'indice. mais J'ai pas il faut d'indice. qu'on se regarde. Ok, Il y a ok. des façons de faire comme, ouais, j'insiste, mais pas trop. Donc, c'est vraiment. Sortir de la boîte, là. C'est ça, c'est assez particulier parce que tu dis ça, ok, mais c'est un jeu où on doit jouer dans votre croissant, on peut pas se parler, ça fait pas de sens, il y a pas de structure, on dirait, mais tu juste apprends la game et tu vois que ça marche. Là. Puis, là, après ça dépend de la chimie de ton groupe parce que, bon, avec des gens, ça peut mieux fitter qu'avec d'autres, mais il y a vraiment une façon de communiquer sans communiquer qui Puis le s'apprend dernier d'une niveau, game à t'as l'autre. combien de cartes à jouer? Ben, en fait, chaque niveau te dit combien de cartes t'as. Ok. Fait que niveau 10, t'as 10 cartes Oh my que god. tu dois jouer dans l'autre. Évidemment, t'as des vies, donc ça peut Ok. arriver que quelqu'un joue une carte, là, moi j'avais une carte inférieure, donc Ça nous enlève un. tu perds une vie. Ok. Dès qu'on a plus de vie, on a perdu. Dans le fond, le but, ça va être de se rendre jusqu'au dernier niveau. Puis il y a aussi des throwing stars, c'est des cartes qu'on peut ensemble dire, ok, on va en jouer une, et quand on la joue, dans le fond, tout le monde, on va discarter notre carte la plus faible de notre main. Ok. Donc, ça donne aussi un indice sur c'est quoi les numéros, qu'est-ce que les gens ont en main. Si lui joue le 90, ben tu sais, ça c'est la plus faible carte. Fait que ça t'aide pour continuer la ronde, pour essayer de terminer la ronde correctement. Donc, c'est vraiment, ça a l'air de rien, ce jeu-là. C'est vraiment bizarre, ça a l'air d'être de game, mais c'est vraiment complètement différent. L'interaction entre les joueurs est vraiment le fun. Moi, ça m'a assez marqué. Là. On fait plusieurs parties de suite. Là, quand, on s'entend que les parties sont assez rapides aussi, mais vraiment intéressant, une dynamique un peu jamais vue, si on veut. Donc ça, c'est The Mind. Ouais, ben c'est ça. Malheureusement, le seul problème avec ce jeu-là, c'est que quand les humains vont avoir la faculté de faire de la télépathie, Ouais, ça marche on pourra plus jouer à ça. Fait qu'acheter là maintenant Mais parce que. il va sûrement avoir des casques anti-télépathie qu'on pourrait mettre. ouais, Tu sais, Il va coûter plus cher par contre. Ouais, c'est ça. Parce que là, on s'entend sur un petit paquet de cartes, là, tout petit, probablement 20$. Là, donc, il faut en profiter maintenant. Là. Pour mon numéro 9, les gars, j'ai choisi un jeu coop qui est basé sur un jeu super populaire qui est sorti dans les dernières années. C'est Codename Duo. Oh! Codename oui. Duo! Puis quand j'ai vu ce jeu-là, j'étais comme, voyons, ils sortent une autre version de Codename. Ils veulent nous milquer? Hey, le Codename Image, Codename Marvel, Codename Disney, Codename Duo. J'étais comme, voyons donc, là, j'aurais pas 12 copies de Codename dans ma bibliothèque. Ben on regarde ça, il y en a Puis là, 2-3. ouais, je l'ai essayé, puis finalement, j'ai trouvé que la twist était vraiment intelligente, vraiment brillante. Ça ajoutait vraiment. C'est devenu comme ma version favorite, en fait, de Codename. Est-ce que tu l'as joué à plus que 2? Ben, non, je l'ai joué pas mal juste à 2, mais on a essayé une fois. On était 3, fait que là, il y en a 2 qui étaient dans une équipe. Ok. L'autre était l'autre bord, là, en fait. Mais la twist que la carte est recto-verso, puis que chacun, on va donner un indice, puis on va deviner après à tour de rôle. Donc ça fait une dynamique qui est plus intéressante. Tu vas faire les deux rôles en alternance, fait que je sais pas, on dirait que le tempo il est meilleur que de jouer une partie de Codename où tu vas soit juste donner des indices ou soit juste deviner. Absolument. Fait que c'est. Je pense que c'est plus dynamique, on dirait un peu, puis il y a comme plus d'assassins, fait que là le risque est un peu plus grand, puis il y a la dynamique de t'es contre le temps. J'aime quand même beaucoup Codename, mais j'avoue que Codename Duet, là, j'ai vraiment été impressionné par ça. Là. Ouais, mais je pense que le duo, par contre, se joue mieux à 2. Parce que le problème des équipes, c'est qu'il faut qu'on se parle. J'ai déjà essayé à plus, c'était peut-être un. Mais est-ce que dans moins les règles, fluide. ils parlent que tu peux jouer à plus que 2 ou... Ouais, je pense qu'ils disent que tu peux jouer en équipe. Ils Une disent équipe de chaque ça bord. se fait au bout du compte, mais c'est ça. Tu peux moins communiquer. C'est ça. C'est un petit peu ça le problème, alors que le Codename normal, ben, ton équipe, tu peux te communiquer puis ça n'a pas d'implication. Donc, pour moi, c'est vraiment plus un mode à 2, mais excellent mode à 2. Justement, on a, je pense, c'est 15 cartes à trouver, mais chacun de nous... On a 3 en commun. On a 3 en commun, si ça, on en voit comme 9. Chacun de nous, on en voit 9. Donc, il y en a certaines qui sont en double. Puis, il y a des cartes que tu vois, toi, comme étant un assassin, mais que l'autre voit comme une bonne carte. Fait que, tu la vois comme un assassin, t'es comme... Je veux pas aller peser dessus. Ouais, c'est ça, exact. Comme t'es sûr, là. Je sais qu'il y a une chance sur 3 que ça marche pas, ou si on l'a en commun. Ouais. Mais non, super intéressant, en effet. Bon choix, bon choix. Ouais, puis il y a un bon exemple aussi d'un vrai jeu coop à 2 joueurs. Là. Souvent, les jeux coop, ça va être un peu plus de joueurs, pis ça, alors que là, à 2 joueurs, on a vraiment un bel exemple d'un jeu qui existe déjà, mais qui est rebrandé en jeu coop. C'est bien fait, c'est impressionnant. Ouais, vraiment, ça m'a. Ouais. Alors, mon numéro 9, on est ailleurs complètement. On est dans l'espace avec un jeu temps réel
qui est Space Alert. Alors, gros jeu, gros jeu d'espace, gros jeu chaotique, donc de temps réel, mais aussi par phase d'une certaine façon, dans lequel on va avoir une trame sonore qui va nous indiquer les ennemis qui arrivent, donc il faudra combattre, aussi des bris de communication, des moments où on ne pourra pas communiquer entre nous. C'est comme un jeu de programmation temps réel, parce qu'on va devoir programmer nos actions pour se déplacer dans le vaisseau, aller activer des modules, charger des bombes ou déclencher des lasers, tout ça. Et une fois que tout le monde a programmé ses actions, ben là, il y a comme plusieurs étapes là, à suivre, et on va résoudre nos programmations, puis on va voir si nos actions, on sait bien communiquer, parce que si j'ai tiré du laser avant que tu charges le laser, puis tu charges tout après, ben là, ça n'a pas marché. Donc, on voit là si on a bien communiqué, si on a réussi à résoudre les problématiques puis à tirer sur les ennemis. Assez particulier, quand même, un jeu assez massif. Pas un jeu que j'ai réussi à sortir assez souvent, malheureusement, mais un excellent jeu là, dans le style coop, temps réel, dans les jeux très très chaotiques. Donc, ça, c'était mon numéro 9. Ouais, ben absolument. En fait, moi, c'est un jeu que j'adore aussi particulièrement. La beauté, comme tu dis, c'est que c'est un peu plus gamer parce que c'est assez classique, qu'est-ce que tu dois faire, tu sais, justement, aller détruire des astéroïdes, réparer des choses dans le vaisseau, mais faut que tu le programmes tout à l'avance. Ouais. Donc ça veut dire que t'es comme, ok, ben je vais faire de mon mieux là, mais il y a toujours, comme on sait, dans l'espace, c'est rempli d'imprévus et de dangers. Mais oui, super jeu. Puis là, maintenant, il y a une application. Avant, ça venait avec un CD audio. Ouais, donc là, t'avais comme, mettons, 2 ou 3 scénarios possibles, mais là, maintenant, t'as une application qui te génère des scénarios aléatoires, fait que tu peux jouer vraiment à l'infini, là. Moi, je l'ai pas essayé, fait que je peux pas commenter, mais... Allez, un petit commentaire pour la forme. Ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment le fun. Ok, mon numéro 9, il s'agit du jeu Exit. Ah! The Game. Quoi? Exit the Game. Quoi? Pour ceux qui connaissent un peu la lore, vous savez que je suis vraiment pas le plus grand fan Boum! des... Tu l'avais pas vu venir, hein? Non, j'aurais jamais misé là-dessus. Mais Exit, ouais, la cabane abandonnée, là, je les ai pas toutes faites, bien entendu, je vais mettre celui-là en particulier, je sais qu'il y en a... Ça y va pour le brand du jeu en général. C'est ça, exact. J'ai été impressionné, je dois l'avouer, assez pour le mettre dans mon top 10, puis c'est le fun, c'est une belle aventure, des belles énigmes, t'as accès à du matériel physique, donc t'es pas en train de chercher sur des petites cartes, donc tu découpes des choses, tu coupes. Donc ça c'est vraiment intéressant. Malheureusement, bon, il aurait pu être un peu plus haut dans ma liste, mais je dois avouer que c'est un désastre écologique malgré tout. Ça m'a dégoûté quand j'ai fini. J'ai dit, ma blonde était comme, bon, ben, on fait quoi? Ben, on le met au recyclage. Je peux t'en servir comme décoration de ta bibliothèque. Ouais, c'est ça, j'ai vu que les avais tous là. J'ai comme, ok, c'est bon. Fait que, mais oui, Exit, super belle expérience d'escape. Vous achetez ça en groupe, une boîte, ça coûte 20$, vous allez avoir bien du fun. Ben oui, puis j'ai trouvé l'originalité des énigmes. Puis tu sais, même, moi j'ai quand même joué 5-6 scénarios, puis là tu te dis, ah, maintenant, ça va se ressembler, ou tu sais, ils vont venir avec du réchauffé, puis à chaque fois, on fait comme, hey, cette énigme-là, c'était juste complètement malade, ou ce qu'on a eu à faire, ou ce qu'on a eu à utiliser pour la réussir. Ils vont vraiment dans des directions assez folles, puis ils sont capables de se réinventer, puis c'est ce qui fait aussi que le jeu est vraiment le fun. T'as hâte à la prochaine boîte. Ouais, exact. Ben, il y en a d'autres qui s'en viennent d'ailleurs. Voilà, la vague 3, je pense qu'elle a 4 scénarios, fait que là, ils vont être rendus à 10 quand elle va être sortie. Il y a une des choses aussi par rapport à Exit qui a dans les autres escapes, on va pas retrouver, c'est qu'il n'y a pas d'application. T'as pas besoin nécessairement d'avoir c'est ça, un chrono, mais tu t'as pas d'affaire de validation d'indices. Non, il y a un système vraiment brillant avec l'espèce de roulette, là, c'est juste bien fait. Là. Tu peux pas vraiment te tromper parce que si tu te trompes, ben, la combinaison ne marchera pas. Fait que tu seras pas capable de l'ouvrir de toute façon. Puis tu pourras pas te tourner une mauvaise carte. Puis voir, comme tu j'aurais faire pas dû voir ça. Unlock, mettons. Exact. C'est une grosse différence avec Unlock. Non, leur système il est très bien fait, puis tu vois qu'il est scalable. C'est très solide. Absolument. Alors, mon numéro 8, c'est un jeu qui se nomme Mysterium. Donc, jeu coopératif de fantômes. Donc, dans une maison hantée, un meurtre s'est produit. Les joueurs, nous sommes amenés là pour essayer de découvrir qui est le vrai meurtrier. Il y a un fantôme dans le jeu. Un de nous va incarner le fantôme et va donner les indices aux médiums qui sont là pour essayer de retrouver la bonne combinaison du personnage, du lieu et de l'objet. Jeu très particulier, très original.
moi, je le décris souvent en disant que c'est un mix de Clue et de Dixit. Donc, Bonne comparaison. Tu peux même jouer avec les cartes de Dixit. Ouais, exactement. Tu sais, cette mécanique de Dixit de prendre des cartes très floues avec beaucoup d'éléments dessus. L'abstrait. Donc, c'est le premier qui reprenait un peu ce concept-là. Le fait superbement bien dans un jeu coopératif en plus. Même si asymétrique, là, dans la mesure où le fantôme a comme un gameplay qui est différent des médiums. Vraiment le fun d'être le fantôme, de faire les deux postes aussi. Moi, quand je l'explique, je vais toujours dire aux médiums que c'est eux le problème, que c'est pas le fantôme, que c'est eux qui comprennent pas le fantôme parce que c'est vraiment dur d'être le fantôme. C'est chiant avec le fantôme, t'es là, et eux ils sont là, non mais y a pas rapport s'il y a dit ça, pis là t'es comme, non, non. Ils font des, c'est ça, ils font des liens, puis là c'est comme, dans ta tête t'es comme, non. Non, c'est juste le truc rouge que tu vois sur la carte, là, ils voient tout le reste, pis t'es comme, oh my god. Fait que c'est très difficile d'être le fantôme. Souvent, je vais dire aux gens, soyez, c'est votre problème si vous vous trompez, c'est pas la faute du fantôme. Le fantôme va joue avec nous, hein. Son but c'est vraiment qu'on gagne la partie. Donc, assez original en plus, la version, la copie Mysterium est superbe. Le matériel. Le matériel est superbe, l'espèce de. L'écran avec les petites pochettes pour mettre les cartes, tout tient devant toi. L'ergonomie est bien faite, c'est ça exactement. Le visuel aussi des cartes, tout ça. Exact. Exactement. Donc, c'est un jeu genre polonais à la base que Asmodee a repris, et à la base, quand on l'avait vu, le jeu d'origine, on le trouvait super beau, puis quand Mysterium est sorti, on a fait OK, c'est une coche de plus encore. Là. Donc, ça, pour moi, indémodable. Bon jeu de party d'ailleurs. J'allais dire, on se rappellera d'ailleurs que c'est un des meilleurs jeux de party. C'est dans les tops, là, je veux dire. Le Fargo Party, faut Mysterium. C'est un bon choix. Moi aussi, je l'aime beaucoup, Mysterium, puis. C'est un jeu qui se monte à n'importe qui aussi. Il n'y a pas de prérequis d'être un gamer ou pas. Tu peux jouer avec ta famille. Jusqu'à 7 joueurs aussi, fait que c'est le fun. Il y a bien du monde. Ouais, c'est vraiment. À 7 joueurs, un des meilleurs parties que vous allez faire dans votre vie. Avec un fantôme en plus. Mon numéro 8, en fait, on a déjà parlé un tout petit peu plus tôt, c'était Codename Duo ou Codename Duet en anglais. Donc moi, on en a déjà parlé, donc c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, que je trouve ça vraiment cool, le fait que ce soit un coop à 2 joueurs. Et on a tout dit pas mal qu'est-ce qu'il y avait à dire là-dessus, mais ça m'a beaucoup impressionné en fait ce jeu-là, même si un peu comme toi. J'étais très sceptique. J'étais extrêmement sceptique aussi, puis quand j'ai vu ça, j'étais comme ok, ça marche vraiment bien, c'est le fun, puis c'est difficile quand même aussi. Donc, oui, c'est assez difficile de gagner, puis l'espèce de sudden death que t'as à la fin, tu sais, quand t'as plus de temps, t'es comme ok, ben là, c'est quoi déjà les indices qu'on a dit dans le game? Ah oui, ok, on se répète, puis là. Ok, là j'essaye celle-là, puis ça met une petite tension qui est le fun aussi dans la fin de game. Super bon jeu, j'étais impressionné. Pas facile, hein, il est pas facile. Non, exact. C'est ça que tu veux d'un jeu coop. Hein. Aussi, on n'a pas beaucoup philosophé sur les jeux coop, mais le win rate sur un jeu coop, le taux de victoire doit pas être trop élevé, non, hein, sinon on perd vite l'intérêt. Ouais, c'est ça. Non, faut avoir un bon défi. Pour mon numéro 8, moi c'est un jeu en temps réel, encore une fois, ça a l'air d'être une mode là, qui revient, là, donc c'est 5 Minute Dungeon. Wow! Un petit jeu coopératif qui va jouer aussi avec une application, mais qui prends juste un chronomètre en fait, avec une petite narration drôle, humoristique. Okay. Mais on va chacun avoir un paquet de cartes, on est des personnages médiévaux, fantastiques. Très caricatural. Un barbare, un sorcier, un voleur, un ranger, un paladin, les classiques. Puis on va chacun avoir notre deck de cartes de notre couleur et on va construire un deck de donjons avec un certain nombre de cartes de portes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on retourne la première porte, il va y avoir un obstacle. On va devoir jouer des cartes qui représentent les mêmes symboles que sur la carte de porte pour battre le défi, le monstre ou la trappe ou peu importe ce qu'on rencontre. Et après ça, dès qu'on a joué nos cartes, on les tasse, on en pige d'autres, on ouvre la deuxième carte. On fait ça le plus vite possible parce qu'on a juste 5 minutes pour réussir le donjon. Puis quand le paquet de cartes est fini, là on a la tuile du boss en dessous. Là. Fait que là, il faut jouer les symboles que le boss demande. Et il faut réussir à faire ça avant 5 minutes. Si notre paquet est épuisé, là, notre personnage est comme fatigué, là, il est comme assommé. Je m'en vais à la taverne. Il peut plus jouer, il se repose. Là. Fait que c'est un jeu qui a quand même beaucoup de tension. Vu que le chronomètre, tout ça, on sent le stress du jeu. Le jeu, on a comme 5 étages là, dans la version normale, là, parce que c'est un jeu qui avait été sur Kickstarter, là, qui avait eu quand même une bonne campagne. Là, il avait quand même pogné beaucoup. Là, il vient d'arriver justement en magasin, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, puis ils vont même sortir une extension bientôt sur Kickstarter. Peut-être même pendant que cette vidéo va être en ligne,
probablement que la campagne va être déjà commencée. Allez-y, Kickstarter. L'extension. Donc, 5 Minute Dungeon, j'ai adoré l'expérience. J'ai joué beaucoup. Je l'ai montré à plein de gens. Puis Oh, mais c'est super simple, hein. J'ai joué juste une fois, mais ça a un petit côté. La montagne de la Madness, là, Mountain of Madness, tu sais, quand tu mets les symboles puis que tu dois mettre sur les cartes, donc ça a un petit côté comme ça, mais c'est super simple, justement, 5 Minute Dungeon, très accessible. Puis dans le fond, tu sais, c'est ça, on a quand même sorti des jeux à temps réel, mais on dirait que le jeu coopératif, quand il y a du temps réel aussi, ça fait que tes décisions, il faut que tu les prennes vite. Il n'y a pas un joueur qui peut dire à tout le monde quoi faire parce que tu n'as pas le temps de gérer vraiment ce que les autres font. Il faut que tu leur fasses confiance. Faut que, ok, ben moi, faut que je me concentre sur mes affaires, je joue mes choses, puis lui, il joue les siennes. Puis, fait que ça rajoute l'esprit de coopération, je pense, qui est très très important dans les jeux à temps réel. On n'avait pas parlé, mais en effet, souvent les problématiques des jeux coop d'avoir un alpha. Un joueur alpha. Donc, qui va un peu. Qui va contrôler un petit peu comment le gameplay va se passer. En effet, les jeux temps réel, coop, ça marche super bien. À cause de ça, ça brise un peu cette problématique-là, surtout lui. Là, Fais ça. un vrai dictateur. Ça dépend des jeux, là. T'sais, quand t'as joué souvent un jeu, c'est sûr que tu connais plus ça. Puis moi, j'essaie de pas jouer à des jeux coop que je sais que j'ai joué beaucoup bien, avec des gens qui n'ont jamais joué. C'est ça, j'essaie de pas le faire parce que je le sais, au final, je vais être comme, ben si vous faites ça, on va perdre. Ça sera pas le fun pour eux autres. Puis ni pour moi, ni pour eux, donc j'essaie vraiment d'éviter ça le plus possible. Mais il y a des joueurs qui aiment ça, contrôler d'autres joueurs. Voilà, c'est comme dans la vie. Mon numéro 7, il s'agit du petit jeu de cartes de Antoine Boza, Anabi. Qui commence maintenant à dater un petit peu, mais je pense qu'il n'a pas été proche d'être remplacé, ou il n'y a pas eu vraiment de jeux qui ont pris cette place-là. Donc un jeu coop dans lequel les joueurs, un peu à la The Game, justement, vont essayer de faire des piles avec des cartes dans l'ordre, mais la particularité, c'est que vous tenez vos cartes à l'envers dans votre main. Donc vous tenez vos cartes et c'est vos partenaires de jeu qui voient vos cartes, vous voyez juste le verso et vous voyez les cartes de tout le monde. Et dans le fond, à votre tour, là, un peu la mécanique, c'est qu'on va poser des questions aux autres joueurs pour justement savoir quelle carte on doit jouer. Donc, est-ce que je joue celle-là ici? Et c'est la bonne, ok, c'est bon, donc tout le monde est content. Et le but va être de faire 5 piles, si je me trompe pas, là, des bonnes couleurs et d'en accumuler le plus possible. À la fin, on va avoir une espèce de système de pointage là, où on va voir... j'ai pas dit la thématique, là, mais on fait des feux d'artifice. Le spectacle. C'est super important. Excusez, j'ai oublié. Là, on tombe en bas de notre chaise à la fin de la partie tellement le spectacle il est beau. Ben, c'est impressionnant. Juste si on fait 25 sur 25, par exemple. Ouais, ça c'est vraiment rare, effectivement. Mais c'est impressionnant de voir un jeu de miniature de feux d'artifice. C'est rare qu'on va voir ça, en fait, là, dans l'industrie. Donc, Anabi, super jeu. T'as-tu joué à la version Deluxe? Ouais, ça c'est la nouvelle version Kickstarter, là. Il y a des genres de feux d'artifice à peu près au commun. Non, c'est qu'au lieu d'avoir des cartes, c'est des petites tuiles de Mahjong. Ah, ok, que tu mets devant toi. Tu peux les mettre debout. Fait que, tu sais, les cartes, à un moment donné, on t'essaie de te faire un système. Ok, ils m'ont donné la couleur de l'aile, puis là, j'ai les mets dans l'autre sens, puis là, t'es comme, c'est mélangeant. Fait que, les avoir devant toi, mais là, tu peux dire, celle-là, je vais l'avancer pour essayer de m'en souvenir. C'est légal, ça? Ben, oui. Je pense que oui. Je sais pas à quel point. Non, je suis pas sûr. Ça se peut, mais... on en parlera à Antoine. Ouais, ça, on va l'appeler, on va lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Ça me semble. Moi, ça m'aidait, en tout cas. Là. Les jeux coop. Ben, moi, je suis plus fan des cartes, parce que quand je l'explique, quand je fais un pitch pour ce jeu-là aux gens, quand je leur dis, hey, vous allez avoir des cartes en main, mais vous allez les avoir à l'envers, ils font comme ouh, mais quand je leur dis vous allez avoir des dominos devant vous, vous allez pas voir, ils font non mais c'est con à dire, mais juste dans le pitch, dans le fait que cette mécanique de carte est twistée, on dirait que ça fesse plus. Après ça, oui, le matériel il est très beau dans la version de luxe, des belles petites tuiles, puis c'est le fun. Il y a certains jeux qui ont essayé un peu de prendre cette idée-là aussi, puis de l'utiliser. Tu sais, je peux penser à un jeu comme Bomb Squad, ou que même principe, t'as tes cartes à l'envers, puis là, faut qu'on se donne des informations, faut qu'on programme un robot pour le déplacer sur un plateau, aller désarmer des bombes, sauver des otages et tout ça. C'était quand même bien pensé, mais c'est ça, c'est un jeu qui est extrêmement difficile. Il faut que tu rejoues beaucoup avec le même groupe, justement, pour développer des synergies ou des habitudes aussi avec ton groupe de joueurs. Fait que
ça devient difficile de s'améliorer. Un autre jeu que j'ai joué, ça s'appelle Abracadaqua. Abracadawat? Abracadawat? Ben, c'est pas un coop celui-là, mais même principe, t'as des tuiles devant toi, puis à tous les tours, tu vas dire, ok, je pense que j'ai le spell 2. Puis là, si tu l'as, ben, tu fais l'action du spell 2. Puis dans le fond, tu les vois pas, mais tu vois tous les spells qu'ils ont. Puis tu sais que le spell 1, il y en a juste un, le spell 2, il y en a juste 2, le spell 3, il y en a juste 3. Fait qu'avec ce que tu vois, avec ce qu'il y a caché, t'essaies de déduire un peu ce qui potentiellement devant toi dans le but de faire le plus de spells. Ça marche, c'est intéressant. Ouais, mais c'est plus enfant un peu, j'ai trouvé Abracadaqua. Un petit peu plus. Un jeu de fin de soirée. Là. Ouais, mais Anabi reste, je pense, le classique jeu, de cette mécanique-là. De cette mécanique-là, c'est d'ailleurs un des, pas mal le jeu dont Antoine Bozat est le plus fier. Ouais, c'est ce qu'il nous a confié en fait, c'est le jeu dont il est le plus fier, fait que c'est quand même intéressant de savoir. Il a gagné le Spiel, me semble, Anabi. Oh, ça c'est une bonne question par exemple. Oui, Je voudrais pas prétendre défoncer à la télé. 2014, on va vérifier, on va l'afficher à quelque part. C'est marqué là, regardez là. Voilà. Donc, moi, mon numéro 7, c'est un gros jeu de cartes. Ça s'appelle Pathfinder Adventure Card Game. Donc, ça se passe évidemment dans l'univers de Pathfinder. En fait, il est juste là, ici. Donc, c'est un jeu de. Il a l'air de l'aimer. Non, c'est bon, je rigolais. Donc, c'est basé sur le jeu de rôle Pathfinder, en fait. C'est le même univers. Donc, on va avoir un personnage, encore une fois, un guerrier, un magicien, éclairé. C'est très Donjon Dragon. Là. Donc, on va avoir chacun notre deck de cartes avec nos habiletés, nos sorts, nos armes, nos armures, des alliés. Donc, un paquet de cartes qu'on va utiliser. Puis, nos cartes sont aussi nos points de vie. Donc dans la partie, si j'ai plus de cartes, ben, je meurs tout simplement. Et on va devoir aller affronter des épreuves. En fait, c'est qu'on va aller explorer des lieux qui sont représentés par des piles de cartes. Le défaut de ce jeu-là, c'est de placer le jeu. Beaucoup de cartes. Parce que dans telle pile, il faut que je mette 2 armes, 3 armures, 2 monstres, 3 sorts. Fait que c'est long de faire les piles de cartes au début de la partie. Une fois parti, ça va bien. On va aller placer un personnage, on va explorer les lieux. Si on rencontre des cartes qui sont des monstres, il faut qu'on les affronte. Là, on va devoir jouer nos habilités pour se battre contre eux autres. Et si on rencontre des choses qui sont bénéfiques, exemple une nouvelle arme ou un nouveau sort, ben là je vais faire un jet de dés de mon habilité pour essayer de gagner cette carte-là. Que cette carte-là va s'en venir dans mon deck. Tu bâtis ton perso comme ça. Tu bâtis ton perso, fait que de partie en partie, ton perso il peut garder un nombre maximum de cartes. Fait que là, si ton perso par exemple il a le droit d'avoir 4 sorts, ben là, au début de la campagne j'ai 4 sorts pas super bons. Là, dans la première partie, je n'ai peut-être gagné 2 nouveaux qui sont meilleurs. Fait que là, je vais garder 4 sorts que je veux garder dans mon deck. Fait que plus tu avances dans la campagne, plus ton deck s'améliore, plus ton personnage devient fort. Progressif d'une campagne à l'autre. La progression est vraiment cool. Le fait que ton deck progresse, puis tu as aussi une fiche de personnage, tu vas gagner aussi des petites habilités, des petits bonus. Il n'y a pas de plateau dans le jeu-là. Il n'y a pas de plateau. Juste des cartes. C'est vraiment des paquets de cartes que tu vas aller explorer. Fait que la campagne dure... quarantaine de scénarios, c'est quand même long tout de faire ça. Fait que non, moi j'ai aimé ça, ça m'endort pas ce jeu-là. Mais je sais qu'il y a une version mobile, puis j'en ai beaucoup entendu parler. Sur Steam aussi. Ok. Fait que t'as pas le côté plate d'avoir placé plein de cartes ensemble puis de défaire plein de cartes. Fait que oui, c'est très pratique la version. J'entendais des gens ils disent moi je joue à ça sur Android, sur ma tablette le soir avant de me coucher, puis je me fais les campagnes. Puis ça, ça a l'air vraiment cool. Je rigolais un peu, mais non, c'est un beau deck building. Là. Ouais, non, j'ai vraiment aimé Pathfinder. Alors, mon numéro 7, on reste dans les thématiques d'espace, avec un autre gros jeu d'espace, et possiblement des traîtres, avec le classique Battlestar Galactica. Oh, je l'ai vu tantôt, juste là. Il est là. Donc Battlestar Galactica, gros jeu, qui s'inspire évidemment de la série. Il va y avoir parmi nous des humains et des Cylons. En début de partie, il va y avoir au moins un méchant Cylon de caché parmi nous qui va essayer de foutre un peu la merde et de faire en sorte que les humains meurent. Ouais, mais c'est ça. C'est ça le but. Et maudit robot. Ouais, c'est tout le temps de même. Et l'autre grosse particularité de ce jeu-là, c'est qu'à au milieu de partie environ, on va tous recevoir une nouvelle carte d'identité, si on veut. Et là, en milieu de partie, on pourrait se transformer, donc devenir un Cylon. T'as joué toute la première partie comme un humain, tu voulais gagner, t'as tout mis ton énergie, puis là, tu te rends compte, oh, je suis un Cylon, et là, ton objectif va être un petit peu différent. C'est aussi un jeu, généralement, quand t'es un Cylon, t'essaies de rester un petit peu discret,
t'essaies de pas trop te faire voir parce que t'essaies de Sabote, là. discrètement saboter, donc de mettre des cartes moins bonnes dans les événements qui se passent là, pour échouer les événements. Et t'essaies de pas te faire mettre en prison parce que ça te limite grandement. Mais quand il y a d'autres gens qui vont en prison, tu sais très bien qu'ils sont pas des silents, tu appuies la motion, puis tu encourages ça. Donc vraiment, c'est vraiment le fun. T'as pas besoin d'avoir vu la série pour aimer le jeu. Par contre, Tu l'apprécies plus quand tu connais les personnages puis les événements de la série aussi. Ouais, exactement. Puis surtout qu'il y a quand même beaucoup de personnages dans le jeu, puis tous les personnages, leurs pouvoirs sont assez thématiques avec qui ils sont dans la série. Donc il y a vraiment un côté très très proche, très intéressant là, de cette proximité-là. Et je vous dirais, vous n'avez pas besoin de regarder toutes les saisons pour bien apprécier le jeu, juste la première saison ou les premiers épisodes, là, juste pour au moins vous mettre dans la thématique, comprendre un petit peu comment ça fonctionne, puis vous allez avoir, je pense, encore un petit peu plus de plaisir à jouer à ça. Un jeu massif, 3, 4, 5 heures. Un bon 3 heures, certain. Dépendamment du nombre de joueurs qu'on joue. Puis bizarrement, c'est le genre de jeu que tu as l'impression de pas faire grand chose parce qu'à ton tour, tu fais comme une action. Tu joues des cartes. Puis un tour de jeu, c'est assez long, que tu fais pas beaucoup de choses, mais en même temps, à chaque tour de chaque joueur, il y a des événements qui arrivent, il y a des discussions, il faut qu'on discute, il faut qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on fait. Donc, énormément de discussions, même s'il y a une prise d'action qui est pas si grande que ça, mais il y a des jeux qui le font, mais qui le font moins bien que ça. Je trouve que lui... La façon, je trouve, qu'il réussit à amener aussi cette espèce de climat de suspicion ou de doute sur les autres joueurs. Absolument. C'est merveilleux. Puis c'est ça, même si les joueurs sont pas silent, le jeu est fait qu'ils vont finir par avoir des doutes puis s'accuser. Parce que pourquoi lui, il veut avoir il veut devenir amiral, ou pourquoi il veut telle affaire, ou pourquoi, en tout cas... Il y a beaucoup de cartes aussi d'événements qui te forcent à envoyer quelqu'un en prison. Pourquoi il a pris tel choix quand sur une carte d'événement plutôt qu'un autre. Exact. Puis l'amiral, le capitaine, il y a des rôles clés aussi. Le capitaine, le président, l'amiral, ils ont des actions qui sont assez clés. Fait que tu veux pas que ça soit des rôles entre les mains des silents. Fait que dès que tu commences à avoir des petits doutes, tu veux le débarquer. Sauf qu'après ça, souvent, c'est que tu perds ton énergie à le débarquer, mais exact, tu perds des actions. Puis après ça, souvent, c'est que tu peux pas choisir c'est qui le prochain, tu regardes la hiérarchie. Fait que là, c'est qui le personnage qui est en jeu, le prochain, c'est la liste hiérarchique. Fait que c'est lui qui l'a. Fait que des fois, si le deuxième, c'est la liste, c'est pour être président, c'est le gars qui est déjà amiral. Tu veux pas avoir les deux rôles chez la même personne non plus. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Superbe jeu, il faut être prêt à être assis longtemps à l'entour de la table pour y jouer, mais vraiment un bon classique indémodable pour moi, Battlestar Galactica. Pour mon numéro 6, j'ai choisi le jeu Spirit Island. Oh, là, je suis hors sujet. Je sais pas c'est pas dans ton élément. C'est tout récent, j'ai pas eu la chance de la dernière année, donc c'est un jeu coopératif dans lequel on joue des esprits de la nature, donc l'esprit de la terre, l'esprit des éclairs, l'esprit de l'eau, etc. Et on va essayer d'empêcher les méchants colons de venir coloniser notre île, parce qu'ils veulent évidemment construire des villes, ils vont tous détruire la nature, l'équilibre. Les méchants humains. Donc la thématique est particulière, donc ça fait changement de jouer la nature contre les humains qui sont les méchants dans le jeu. Et chaque joueur va incarner un des esprits qui sont totalement différents les uns des autres. Donc, chaque esprit va avoir ses cartes de départ qui sont ses pouvoirs, va avoir aussi sur son plateau des pouvoirs à lui, va aussi avoir des échelles d'évolution, parce que les esprits, plus la partie avance, plus ils deviennent forts, plus ils montent de niveau si on veut. Fait que chaque esprit va monter de niveau différemment. Puis à chaque tour, on va justement choisir qu'est-ce qu'on veut monter sur notre esprit. On va avoir comme 3 options de choses qu'on peut augmenter. On peut gagner des nouvelles cartes de pouvoir, on peut gagner de l'influence sur le plateau, parce que plus on a d'influence sur le plateau, ben là, plus on peut jouer nos cartes à distance et ainsi de suite. Donc on peut aussi... ce qu'on peut faire, on peut jouer plus de cartes aussi dans un tour. Donc plus on est fort, plus on peut jouer de cartes. Après ça, on va comme programmer chacun nos cartes. Mais tu sais, il n'y a pas de tour de jeu en tant que tel. Quand ça va être la phase d'action, on va décider un peu dans quel ordre qu'on va les jouer. La seule chose qui va différencier les actions, c'est qu'il y a des actions lentes et des actions rapides. Donc les actions rapides vont jouer avant les colons, les humains. Après ça, les humains vont jouer, fait que là, ils vont apparaître sur le plateau, ils vont se promener, ils vont construire des villes. Donc évidemment, s'il y a trop de choses qu'ils construisent, ben, on va mettre des espèces de jetons de pollution. S'il y a trop de jetons de pollution, ben là, l'île est perdue. Trop de villes, trop de civilisations. Les humains. Voilà. Donc, on va faire ça. Après ça, on va aller jouer des cartes de peur. Si on a généré assez de peur avec nos cartes,
on va avoir des cartes de peur qui vont faire des effets qui sont bénéfiques pour nous autres. Tyran d'enfer! On peut faire peur aux humains, quitte mon île! Donc ça c'est cool ces cartes-là. Le fait que la peur, c'est nous autres qui fait la peur et que c'est positif, et ça rajoute à la thématique du jeu. Puis après ça, on va jouer nos actions lentes. Fait que là, nos actions lentes, généralement, peuvent être plus fortes, mais c'est ça, ils vont jouer après. Okay, ouais. Donc on peut essayer de prévoir un peu où les humains vont s'en aller au prochain tour pour vous gérer ça. Puis, ça a l'air quand même assez massif comme jeu coop. C'est quand même un jeu, ça, je sortirais pas ça à quelqu'un qui est pas un gamer. C'est un jeu qui a plus de viande, justement. Le fait que c'est un jeu qui va principalement autour des cartes. Fait que tu sais, le fait d'avoir des cartes différentes, de construire un petit peu ta main de carte au fur et à mesure que la partie se fait aussi, c'est très intéressant pour ceux qui aiment le style deck building, ça nous fait un peu penser à ça. Okay. Mais la façon aussi que les humains fonctionnent, les humains ont comme 3 actions qu'ils font. Ils commencent par explorer l'île, après ça, le tour d'après, ils vont aller construire des bâtiments, puis après ça, ils vont... ils appellent ça ravage, là, ils maganent l'environnement. Ils pognent des arbres. C'est ça, ils polluent. Là. Fait que tu vois un peu, si dans le premier tour, ils explorent la forêt, ça veut dire que le deuxième tour, ils vont construire dans la forêt, puis que le tour d'après, ils vont ravager la forêt. Fait que tu peux essayer de prévoir un petit peu tes coups en disant, là, si on neutralise les humains, on les empêche d'explorer là, ça veut dire qu'au prochain tour, ils ne pourront pas construire là, puis qu'ils ne pourront pas. Fait que la planification est vraiment intéressante. Ça a été vraiment un beau coup de cœur. Puis les esprits, c'est ça. Je peux jouer l'esprit de terre une partie, puis l'autre partie, je joue l'esprit d'eau, qui fonctionne totalement différemment. Puis là, quand on joue ensemble, là, on se développe des synergies avec nos habilités aussi qu'on n'aurait pas pensé nécessairement. Fait que c'est vraiment le fun à découvrir comme jeu Spirit Island. Spirit Island. Tyran d'enfer! Alors, mon numéro 6 est un autre jeu coop en temps réel. C'est le temps réel, on aime ça. Et où on se parle pas, évidemment, c'est le jeu Magic Maze. Donc, le jeu Magic Maze, un jeu coop où on va avoir 4 aventuriers qu'on va devoir guider à travers un centre d'achat dans le but d'aller voler leurs armes et voler des... d'achat? Ouais. C'est une chambre d'achat médiévale. Oui puis non. Ah, okay. Oui puis non. Le design ne laisse pas croire que c'est médiéval. Il y a des escaliers roulants. Là. Il y a des escaliers roulants, il y a des shops vraiment modernes. Des téléporteurs. Le Santiton. Ouais, c'est très moderne. Ça ressemble à ça. C'est comme une shop médiévale, mais de l'an 2020, là. Tu sais, dans le sens que, comme... En tout cas... c'est un peu une thématique bizarre en effet. On va être donc sur un jeu de 1 à 8 joueurs où peu importe combien on est de joueurs, on va contrôler 4 aventuriers et chacun de nous on va avoir une façon de déplacer. Donc les aventuriers donc soit vers le haut, vers le nord, vers l'est, vers l'ouest ou vers l'est. Donc moi si je peux juste le déplacer vers le nord, je peux faire avancer un aventurier vers le nord, mais si il doit aller vers l'ouest, moi je peux pas le faire. Je dois essayer de communiquer avec mes partenaires pour que le partenaire qui puisse faire l'action le fasse. 2 façons de faire, regarder insistement dans les yeux l'autre joueur ou plus habituellement, il y a un gros jeton rouge. Ouais. C'est pas pour rien qu'on fait ça en effet. Gros jeton rouge devant le joueur, ça veut dire fais quelque chose, t'as de quoi faire, j'attends après toi. Donc très original, vraiment particulier. On a parlé beaucoup, je pense, Simon et moi. On en a souvent parlé, c'est un jeu que j'adore. En fait, je le compare souvent à Escape de Curse of the Temple. C'est comme un peu son petit-fils, là, un peu raffiné. L'évolution. Ça reprend vraiment les mêmes concepts d'exploration de tuiles et tout ça. Mais il y a une campagne dans Magic Maze et c'est un peu l'intérêt de... Tu découvres graduellement les règles, ils te rajoutent des niveaux de difficulté. Donc c'est vraiment comme une aventure, c'est très très difficile en fait. Il y a 17 niveaux, il y a 17 scénarios, mais en réalité c'est des niveaux de difficulté qui se rajoutent là, fait que c'est un peu... comme ça, dans celui-là tu peux pas utiliser telle chose ou t'as telle limitation. Donc rajoute toujours des tuiles avec des nouveaux effets, tout super ça. Intéressant. Très évolutif dans l'expérience. Puis as-tu essayé l'extension? J'ai pas essayé l'extension encore. Maximum security. Hâte de rajouter énormément de choses encore une fois. Des nouveaux personnages aussi, je pense. Exactement. Mais c'est ça, il y a une infinie possibilité avec ce jeu-là, déjà avec 17 scénarios de base et une extension qui en rajoute je sais pas combien. Donc tu peux jouer à ce jeu-là puis avoir une nouvelle expérience de partie en partie. Donc gros coup de cœur pour moi à Magic Maze. Jouez pas à 8. Mal à la tête un peu à 8. Non, mais tu sais, c'est un bon jeu, là, je l'adore. Il est dans mon top plus haut, on va y revenir. À combien, mettons moi, je te dis 4.
4, là, t'es bien. Là. Tout le monde a un rôle, tout le monde a assez d'action pour être engagé. Parce qu'à 8, réellement, il y a des gens qui ont la même action. Ouais. Fait que si toi, t'es un peu plus passif que l'autre joueur, tu pourrais être comme ça, regarder la partie, puis absolument rien faire. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, là. C'est au niveau marketing, tout ça. Mais jouez là à 4, 3, 4, 5, là, vous allez avoir bien du fun. Puis c'est un jeu avec qui tu développes vraiment une chimie de groupe. Là. Donc, commence pas le niveau 16 avec quelqu'un qui a jamais joué parce que vous allez vous faire ramasser. Non, ouais, absolument, absolument. C'est pas pour rien, là, les 17 scénarios, c'est une courbe d'apprentissage. Puis, Absolument. tu l'échoues, tu le recommences, tu as appris des choses, là, t'es prêt à passer à l'autre. Ouais. Et c'est un jeu assez cool aussi où il t'incite à créer des nouveaux scénarios par la suite. Donc, dans les règles, ils te disent OK, crée des nouveaux scénarios, puis ils te donnent un peu des idées comment le faire. Donc, super intéressant. Mon numéro 6, à moi, on en a déjà parlé un petit peu tantôt, c'est le jeu Space Alert, jeu de programmation dans l'espace en temps réel, très chaotique mais très intelligent comme jeu. Donc je pense qu'on a tout dit, qu'est-ce qu'on avait à dire là-dessus déjà. Génial. Bon choix. Alors, mon numéro 5, un jeu de l'auteur Matt Leacock, et c'est le jeu... Non, c'est pas ça. C'est les Sentinelles de l'air. Alors, le jeu Thunderbird, un jeu vraiment passé un peu inaperçu, je dirais. Il est sorti il y a quelques années pour le 50e anniversaire de cette fameuse émission. Une émission un peu de petits gars là, qui est sortie dans les années 50, des marionnettes qui contrôlaient des gros vaisseaux, des navettes spatiales, des vaisseaux vraiment incroyables pour aller régler plein de crises sur la Terre. Donc, c'est un jeu coop. C'est l'auteur Matt Leacock, hein, donc on sent un petit peu le système de pandémie, Action Point System, avec des façons de se déplacer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est très solidement calqué sur la thématique. Donc, on a les différents vaisseaux, les différents Thunderbirds avec leurs pouvoirs, leurs actions spécifiques. Chacun des frères Tracy, qui est la famille Tracy, là, qui sont les Thunderbirds, qui ont leur pouvoir, leurs effets spéciaux. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment un grand aspect de communication. Généralement, ce que tu veux faire, souvent, avant de savoir ce que toi, tu vas faire à ton tour, tu veux savoir ce que les autres vont faire à leur tour. Et une fois que tu sais ce que les autres vont faire, toi, tu vas pouvoir faire ton action la plus optimale. C'est pas un jeu qui est difficile quand on le joue bien, mais si on communique pas assez, ça va être difficile, puis on va probablement perdre. Mais si on prend le temps, des fois, on se dit on va faire ça, puis là, finalement, tu y penses un peu plus, puis tu trouves un moyen de résoudre 2 crises à la fois. C'est ça que tu essaies de faire, d'être le plus optimal possible. Puis souvent, t'essaies de pas gaspiller des actions, puis si tu te parles pas assez, ça se peut qu'à son tour, il fasse comme je peux juste faire une de mes 3 actions, fait que finalement 2 autres sont un peu perdus. Donc c'est vraiment important de vraiment bien communiquer dans ce jeu-là, donc il y a un petit aspect de plus, je trouve. Puis c'est ça, superbe thématique pour les fans, les gens qui ont moindrement connu ou apprécié cette série. Je pense que c'est un incontournable, là. Moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. J'attends encore mon extension là, pour Thunderbird. Là. Nerd! Je l'ai pas joué. Ça a l'air vraiment cool, par exemple. Tu m'en as vraiment parlé souvent. Je suis vraiment emballé, surtout quand tu me dis que tu peux transporter des vaisseaux. Les vaisseaux peuvent rentrer dans les vaisseaux. Le Thunderbird 2, Le c'est des gros matériel, il a vaisseaux. l'air cool, par exemple. Le matériel, c'est des miniatures. Fait que les figurines sont là. Puis le Thunderbird 2, c'est l'espèce de gros vaisseau vert. Lui, il est connu pour transporter du cargo. Là, fait qu'il transporte le sous-marin ou la voiture de Penelope ou d'autres petits véhicules bidulés par Brains, qui est le super scientifique, qui est le seul en fait ingénieur de l'île Tracy. Ok, vraiment un fan de la série. Là. Ouais, il répare tout. Lui-même. Une île isolée dans l'océan Pacifique, et il y a un ingénieur sur l'île, il crée tous les vaisseaux, il répare tous les vaisseaux. It's the brain. Il est vraiment brillant. Ouais, exactement. Donc tout est là dans le jeu pour les vrais fans. En tout cas, j'ai hâte que tu me fasses jouer. Parce que pour un jeu qui est dans ton top, tu me l'as jamais proposé. Oh! C'est 4 joueurs, ça nous limite des fois. Ok, alors mon numéro 5, il s'agit d'un autre jeu de fantômes. Le jeu Ghost Stories. On va peut-être dire Ghostbusters. On y était presque, hein? Non, il s'agit du jeu Ghost Stories qui est juste derrière nous, en fait, ici. Là, super jeu. Un des premiers jeux coop, d'ailleurs, je crois que c'est comme 2008. Il est quand même vieux. Hein? Ouais. Il est vieux et il a pas mal vieilli du tout. C'est un des jeux coop les plus difficiles, avec des niveaux de difficulté exponentiellement difficiles, que j'ai jamais d'ailleurs réussi les derniers niveaux de difficulté. Vraiment cool, t'es des espèces de
de guerriers, ninjas. Ou des Jedi. Ils ont l'air des petits Jedi. C'est vrai qu'ils ont l'air des Jedi, en fait. Les petits bonhommes. Des Jedi, puis tu te bats contre des esprits, des démons qui viennent envahir la ville. Donc alors on va aux quatre coins de la ville pendant une nuit extrêmement mouvementée dans laquelle les démons attaquent. On va essayer de combattre, il y a un petit aspect de jeu de dés qui est intéressant. Chaque personnage a ses pouvoirs et a même 2 types de pouvoirs, tout dépend à quelle partie vous allez jouer. Super cool en fait. D'ailleurs ça c'est le jeu coop que je joue seul. Ouais, parce que j'ai joué trop souvent, puis je veux pas perdre, puis je veux pas qu'on se retrouve face à des mauvais moves, donc... Tu veux pas alpha du monde. C'est ça, exactement. Des fois, je joue une fois de temps en temps pour introduire des gens, mais c'est un jeu que j'adore ça, jouer seul. Quand tu joues seul, est-ce que tu joues les 4 Ah personnages? ouais, je joue pas le mode solo recommandé, non, qui est vraiment... Selon moi, il aurait pas dû inventer ça, là. Non, je joue les 4 bonhommes, là, puis... Peu importe tu joues à combien de joueurs à ce jeu-là, moi je recommande de jouer les 4 bonhommes. Absolument. De pas prendre la variante, ou c'est vraiment mieux balancé aussi à 4. Oui. D'avoir les 4 pouvoirs en jeu, puis... Ouais, parce que sinon, il y a vraiment des... C'est un peu un système un peu compliqué là, pour émuler ça, alors que finalement, tu peux juste jouer les 4 bonhommes en même temps. Super cool, Ghost Stories, à recommander, et si vous aimez ça, vous faire torcher par les jeux coop. Oui, avoir peur aussi. Avoir peur, ouais, j'ai des gens qui veulent pas jouer parce qu'ils ont trop peur. Ça me fait un peu peur. Il y a des démons, puis ils sont vraiment le visuel vicieux. Ils sont pas races, là. T'as comme cleané le jeu, puis là, il y en a 12 qui apparaissent. T'es comme. Mon numéro 5, c'est aussi Ghost Story. Qui l'aurait cru? Quel, ce n'est pas arrangé. Donc, Ghost Stories, un jeu que j'adore, justement. Tu disais la difficulté du jeu. C'est clairement un jeu que je pourrais avoir 30% de ratio exact, de c'est à peu près victoire. ça. Là, t'as un jeu que t'as au-dessus de 50%, c'est comme trop facile à un moment donné. Là, fait que non, c'est vraiment un très très bon jeu, Ghost Stories. Ouais. Le système, il est comme bien fait, c'est simple, mais c'est difficile, puis t'as envie de rejouer parce que tu te dis, j'aurais pu le battre si on avait fait ça, puis ça. Ouais, c'est... Ouais, excellent. Numéro 4. Sherlock Holmes, détective conseil. Bon, en fait, c'est peut-être un jeu que certaines personnes connaissent pas, mais Sherlock Holmes, c'est un très vieux jeu, hein, je pense que ça date... 81. Ouais, c'est ça. Là, il y a eu plusieurs rééditions, plusieurs scénarios qui ont été faits. C'est un jeu essentiellement à un joueur, mais qui se joue très bien en coop. Vraiment le concept du livre dont vous êtes le héros. Donc on a une méga map de Londres, exact. Et on va avoir un cas, dans le fond, le scénario, c'est plein de scénarios. Donc on a notre cas, on le lit. Et après ça, on a la map avec toutes les adresses écrites partout. Puis on a des adresses clés, dans le fond. Puis on dit, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'adresse numéro 91. Ok, on y va, on prend le livre, on lit qu'est-ce qui se passe. Et c'est un jeu vraiment vaste, là. Tu peux faire vraiment n'importe quoi. Il y a plein de sous-intrigues qui n'ont pas du tout rapport avec l'intrigue principale que tu peux explorer. Tu as des copies de journaux, de feuilles de journaux, de journal, dans le fond, où tu vas lire. Puis là, tu as des articles. Il y en a qui ont rapport, il y en a qui n'ont pas rapport. C'est très ouvert comme système, presque RPG, parce que tu fais vraiment ce que tu veux, puis là, plus tu joues les campagnes, parce que souvent c'est des boîtes de 10 campagnes, et les feuilles de journal, en fait, tu les rajoutes à chaque fois, donc des fois tu es rendu à la semaine 4, mais là tu vas avoir besoin du journal numéro 1, parce qu'il y a comme une énigme qui vient se réenchevêtrer avec ça. Tu peux facilement jouer pendant comme 3-4 heures, explorer les lieux, et à la fin, comment ça se termine? Quand tous les joueurs veulent arrêter. Donc c'est vraiment à leur bon plaisir. Quand tu sens prêt, quand tu sens que tu as la réponse à l'énigme. Mais là, tu as un questionnaire, en fait, que tu dois répondre aux questions, vraiment comme à l'école. C'est des questions, OK, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé avec telle chose? Avec un nombre de points indiqués combien ça chaque vaut, question. Là. Et tu as même plein de questions sur justement des quests alternatives. Okay. Donc des side quests que tu savais même pas qu'ils allaient être demandés à l'examen. Tu t'explores pas mal. Fait que t'explores, et là, tu as un score, puis là, tu te fais analyser par Sherlock, qui lui... Parce que tu es un apprenti Sherlock, dans le fond, là-dedans. Et lui, en fait, il l'a fait en 3 tours. Toi, tu l'as fait en 25. Tu finis à moins 48 points. Ça a l'air que son score est quand même possible à faire. Non, mais juste pas pour battre Sherlock. Sherlock, c'est la référence. Puis si on est proche de ça, on est content. Parce que mais souvent, c'est que lui, il va le faire en minimum de tours possible. Mais toi, tu veux explorer un peu plus, prendre le temps d'aller. L'écriture dans le jeu est fantastique. C'est super bien écrit. C'est des belles énigmes. Il y a quelque chose presque partout où tu vas. Puis tu as tes acolytes que tu vas voir tout
le temps, mais il y a aussi plein de lieux à découvrir sur chaque aventure. Super expérience de jeu. Mais il y a un calepin, parce que des fois c'est juste, il faut aller parler à telle personne. On sait pas Et où, ouais, c'est Bon, ça. le calepin, tu vas voir. T'as le livre d'adresse, là. T'as le livre d'adresse de la ville. Ok, mais il est là, ça carte. Les pages jaunes, là, tu sais. Exact, là, ça dit C23, fait que là tu vas dans le book C23, l'histoire. Donc cet aspect de recherche là aussi qui est assez particulier. Non, c'est superbe. Hein. Comme jeu, les scénarios sont assez diversifiés aussi d'un à l'autre. Absolument, très différent. Puis tu peux le jouer à beaucoup, tu sais, c'est un jeu essentiellement solo, mais 3-4 personnes, t'es pas trop parce que Non. tu vas voir, tu sais, Chose à il y a un lire. gars qui est en train de lire le journal, il y a Ouais. un autre qui est en train de feuilleter le bottin, Seul, l'autre c'est qui relit des difficile, indices. c'est difficile tout Ah, seul. seul, C'est un jeu d'intrigue seul. souvent, un peu comme je trouve les escape rooms, tu peux les faire seul, mais des fois d'avoir plusieurs cerveaux qui pensent différemment Ouais, sur vraiment. l'entour d'une table, ben, ça t'amène vers des pistes, vers des solutions que tu n'aurais peut-être pas pensé. Donc oui, un petit peu plus jouable peut-être, ou un petit peu plus facile à 3-4 personnes. Un jeu où on veut se prendre un après-midi tranquille, être dans un lieu tranquille parce qu'il y a évidemment beaucoup de lecture. On va prendre le temps de bien faire ça, d'analyser justement les différentes, les journaux, le calepin, tout ça. Donc beaucoup de choses à analyser, mais superbe jeu. Ah ouais, non, Tu sais, c'est tellement magnifique. bien, puis- L'expérience est très forte, c'est immersif, tout est là en fait là, pour en faire un jeu unique. Hein. C'est souvent le point qui revient avec ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de jeu vraiment qui ressemble à ça. là. Un peu dans la même veine, moi je vais y aller avec un escape room pour le numéro 4. Donc c'est Exit the Game. Oh. Yay! Donc les escape rooms ont frappé quand même fort les dernières années. Là. Bon, il y a eu Unlock, Exit, il y a eu Dexcape, il y a eu un autre qui s'appelle aussi Escape Room. Escape the Room. Ouais, c'est ça, une espèce de petite Escape grosse Room de boîte. game. Ouais, c'est ça. Dans Fait que le là, jeu, puis ça. c'est sûrement pas les derniers non plus qu'il va y avoir. Il devrait en avoir pas mal. Mais de ceux que j'ai joués, je pense qu'Exit c'est quand même démarqué de beaucoup parce qu'on a dit tantôt le côté très très immersif, Matériel. le côté manipulation là, que t'as vraiment de quoi de tangible dans les mains, que je peux découper, plier, puis c'est assez. Toujours angoissant de découper par exemple dans ce jeu-là. T'es comme, t'es sûr qu'il faut que je découpe? Oh, T'es vas-y, sûr? il y a une ligne là. T'es sûr qu'il faut que je découpe là? Mais- Il y a du tape. Ouais. Fait que c'est vraiment une expérience très unique aussi. Chacune des boîtes sont très très différentes les unes des autres. Son défaut, ben, c'est qu'il faut le jeter une fois qu'il est fini. Puis pour le nombre de joueurs, on n'a peut-être pas parlé tantôt, mais tu sais, c'est un jeu. Bon, dans un monde, on peut jouer à n'importe combien de joueurs en fait. Là. C'est juste que si on est trop, maintenant. Ouais, c'est un peu. Des fois, c'est un pas peu mieux, moins là, mais stimulant, ouais. de mes expériences, 3-4, ça restait l'idéal. Là. C'est pas un jeu que je jouerais à 1 ou à 2 parce que, comme tu dis tantôt, là, quand c'est des énigmes, des choses comme ça, moi j'ai un cerveau très mathématique. Tu sais, je suis prof de sciences, de maths. Scientifique. Donc, tu sais, les énigmes qui vont aller dans cette branche-là, moi je vais les voir vite. Ouais. Mais toutes les énigmes artistiques avec les couleurs, ces affaires-là, puis l'observation, moi je vais fuck all là-dedans. Ouais, quand t'es daltonien, c'est toujours. Ouais, non. Fait que d'avoir des gens justement qui sont complémentaires dans l'équipe, c'est vraiment Ouais. le fun. Puis chacun va avoir son petit moment dans la partie. Ah, ben moi j'ai trouvé cette énigme-là. Puis lui, l'énigme où il y avait des notes de musique. Je connais rien là-dedans, la musique. Ouais, c'est Puis, toujours tu sais, tout le monde a réussi à mettre son petit grain de sel. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Le feeling de flasher sur une énigme. Ouais, exact. Puis c'est toujours impressionnant de faire comme, comment t'as réussi à faire ça? Ah, Genre, ben, moi j'aurais. là, Mais tu t'as fait ça. Puis je suis comme, je l'aurais jamais Pensé, trouvé, tu sais. ouais. Fait que, tu sais, oui, tu vas être plusieurs, mais en effet, pour moi, plus que 4, ça commence à être beaucoup, là. Parce que. Non, j'en ai fait un à 6, puis on était clairement 2 de trop. Ouais, c'est ça, tu sais, parce qu'il n'y a pas assez de matériel pour que 6 personnes travaillent dessus. Parce- Puis souvent, t'as une ligne, peut-être 2 Ouais, lignes souvent, à t'as suivre. 2 énigmes. T'as le matériel pour travailler sur 2 énigmes en parallèle. T'sais, une que t'as toute, l'autre partiellement. Pas toutes, ouais, c'est Fait ça. que souvent, si on est 4, ben, on est 2 à regarder cette énigme-là, puis Ouais. les 2 autres, ils regardent l'autre, et après, si on trouve pas, on s'échange. Fait qu'on a quand même assez de matériel pour que tout le monde soit bien occupé, puis se sentir impliqué aussi dans le jeu. Absolument. Très bon choix. Comme je peux voir, tu les as tous faites, là. Et j'ai fait 5 des 6. 5 des 6, oh. Il y en a un qui n'est pas fait encore. Le plus dur? Le château. Le ouais. château? Ouais, je l'ai pas réputé fait comme le plus dur. Effectivement, je l'ai pas fait encore. Alors, mon numéro 4, un jeu coopératif, et encore une fois, avec un traître, possiblement. Et c'est le jeu Dead of Winter. Alors, Dead of Winter, un jeu donc, qui s'inspire un petit peu de Battlestar Galactica d'une certaine façon, mais dans un univers de zombies dans lequel on va avoir un refuge et on va devoir, on va avoir une quête. Dans le fond, il y a plusieurs quêtes.
possible. Donc, on va avoir à récupérer certains éléments, certains items. Et à chaque ronde, on va avoir aussi une quête pour la ronde qu'on va devoir remplir à chaque ronde. Ça prend de la bouffe! Sinon, on va avoir un malus évidemment à ça. Donc, jeu où on va recevoir une identité en début de partie, mais en fait, ça va être notre objectif. Parce que même si c'est un co-op, tout le monde va recevoir un objectif spécial. En fond, que tu essaies de réaliser dans le but de plus gagner. Bon, c'est peut-être un petit aspect un peu flou pour moi, peut-être pas super pertinent, mais en même temps, le fait que tout le monde a un objectif secret fait en sorte que tu vas tout le temps te mettre en doute. Tu vas vraiment douter sur tout le monde alentour de la table parce que des fois, les gens vont faire des actions qui seraient peut-être pas la meilleure, mais... Tu vas te mettre en premier aussi. Exactement. Des fois, t'es comme, je pourrais faire ça pour aider tout le monde, mais si je fais ça, je m'aide pas dans mon objectif. Exact. Puis je pense que de jouer à vouloir remplir notre objectif rajoute beaucoup au jeu parce que ça force justement les joueurs à prendre des décisions qui sont pas les meilleures pour l'équipe, mais ça crée de la bisbille, ça fait en sorte qu'on s'accuse un peu plus, qu'il y a toujours une soupçon. Tu peux passer à une game complète à accuser n'importe qui autour de la table alors qu'il n'y a pas de traite. Parce que c'est pas sûr qu'il y a un traite dans ce jeu-là. Le jeu reste très difficile, donc même quand il n'y a pas de traite, il y a quand même un bon défi à vouloir gagner ça. Vraiment de bel aspect aussi de fouille, c'est-à-dire qu'il y a 6 lieux à l'extérieur de la colonie de base. Tu vas te déplacer dans un lieu, tu vas savoir sur chacun des lieux, ça dit quel type de carte se trouve dans chacun des paquets. Fait que si tu cherches plus d'armes, de médicaments, ben, ça va t'indiquer un peu c'est quoi les lieux les plus propices pour trouver ces choses-là. Tu peux aussi évidemment trouver des nouveaux survivants qui vont malheureusement te demander d'amener plus de nourriture pour les nourrir, mais tu vas avoir plus d'action sur ces petits-enfants qui sont malheureusement font rien à part prendre de la bouffe. Mais si tu es quelqu'un, le moral descend, le moral a beaucoup de façons de descendre, le moral est à zéro on perd. Donc moi je pense que pour moi c'est un jeu là, qui marche super bien, peut-être un petit peu plus accessible, même si ça reste du gros gamer, là, pour moi un petit peu plus accessible que Battlestar. Un peu moins long, exactement, un petit peu plus facile à mettre sur la table. Jeu superbe. Les Crossroad Cards, pour moi, ça reste une belle ça, t'en as pas encore parlé, là. C'est vraiment une mécanique unique dans le jeu qui est peut-être pas poussée là, à l'extrême de qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer. Saveur que ça rajoute. Ouais. Mais tu sais, en gros, c'est des cartes que tu vois dans ta main, fait que ça dit si le joueur à ta gauche fait telle chose, ou si un joueur pendant son tour fait telle chose, ben arrête le jeu, puis ok, il se produit un élément. Donc ça l'amène à une espèce de côté, quand c'est pas ton tour, puis t'as une carte comme ça, ben tu veux un peu surveiller ce que les autres sont en train de faire, puis attendre le bon moment pour jouer. Ben, pas la jouer, mais tu sais, être un peu maître de jeu, là, si on veut. Là. Donc, c'est quand même intéressant. Mais c'est vraiment automatique. Là. C'est pas toi qui choisis. Là. C'est une situation. Ça arrive, là, tu le fais. Qui se déclenche. Mais ça ajoute une saveur narrative aussi au jeu. Ouais. Fait qu'il se passe quelque chose, tu as croisé un cheval sur ta route, est-ce que tu le tues, est-ce que tu le ramènes, t'sais. Fait que tu as une prise de décision qui va t'amener une conséquence positive ou négative. Mais ça rajoute au storytelling du jeu, ça rajoute à l'immersivité de l'histoire puis de ce qui se passe sur la table. Donc c'est vraiment une petite mécanique simple mais vraiment efficace qui marche super bien, qui alourdit pas le jeu pour autant, là, parce que reste, oui, il y a beaucoup d'étapes dans un tour, puis c'est pas le jeu le plus simple non plus, mais ça, c'est juste un petit truc qui rajoute pas grand-chose en termes de règles, mais qui rajoute beaucoup au niveau du plaisir, là, tant qu'à moi. Là. Et il y a quand même à mentionner sur ce jeu-là qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'il y a énormément de personnages et tout ça, et c'est pas des figurines. Ouais, c'est vrai, c'est des bouts de carton recto-verso sur un espèce de petit pied. Et c'est tellement beau en fait. Quand tu regardes le jeu, c'est plus beau que des figurines parce que t'as des beaux dessins, t'as les personnages vraiment avec leurs couleurs. Moi je trouve que c'est vraiment intéressant puis c'est bon de le mentionner parce que c'est ce qui m'a frappé en premier de ce jeu-là. C'est un bon choix. Ça aurait pu être tellement des figurines, mais le jeu il est pas trop cher à cause de ça. Puis en même temps ça rajoute, t'as comme l'impression que les personnes ils ont de la personnalité. Parce qu'elle est payée, je sais pas, 130$ pour ce jeu-là parce qu'il y a des figurines dedans. Ben c'est ça, c'est pas nécessaire. Non, donc je trouve qu'ils ont bien fait ça par rapport à ça. Donc un jeu vraiment imparfait mais quand même bon. Il y a un chien! On peut jouer un chien! Ouais, c'est vrai. Mais il faut le nourrir aussi, le chien. Oui. Oh. Pour mon numéro 3, c'est un jeu que Jeff a déjà mentionné. Et c'est un jeu de science-fiction qui se passe dans un univers d'une série télé. C'est Battlestar Galactica. Yes.
Donc, pour moi, ça a été un gros classique dans mon groupe de joueurs. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société, c'est dans les premiers gros jeux qu'on a achetés. Ok. On jouait à toutes les semaines, on jouait à Battlestar. On a eu des parties mémorables aussi. Là, on avait traîné notre jeu dans une convention à Toronto, puis on avait fait une partie le soir. On se souvient spécialement de cette partie-là. Ça reste un jeu qu'on le sort pas souvent là, Non, maintenant. On a joué il n'y a pas longtemps en plus, peut-être un mois ou deux, on a organisé une partie là, spécifiquement. Ok, vendredi on joue à Battlestar Galactica, ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti, puis il y avait peut-être une ou deux personnes qui avaient jamais joué, on leur a montré, puis on a vraiment trippé encore une fois. C'est un jeu qui a vraiment bien vieilli, je trouve. C'est un jeu qui date quand même de quasiment une dizaine d'années. Ouais, j'ai pas la date en Je tête. pense quelque chose comme 2007-2008. C'est quelque chose comme ça, ouais. On va l'afficher de toute façon dessus. Donc, je pense qu'il a vraiment bien vieilli. Puis dans le style jeu, justement, avec des traites ou des rôles cachés comme ça, il reste quand même pour moi dans mes meilleurs puis dans mes classiques. Là, donc, c'est un jeu où tu te rappelles des fois, souvent des histoires de tes parties parce qu'il s'est passé des choses, il y a eu une côté histoire, narratif, il y a un côté narratif, même s'il y a pas vraiment ça, là, naturellement. Oui, tel game où je suis devenu l'amiral, puis on a fait telle affaire, puis exact. Tu peux te rappeler de tes games puis de l'histoire de la partie parce que c'est assez marquant, puis ça c'est une des choses assez le fun de ce jeu-là. À chaque game, il va se passer quelque chose assez marquant pour que tu t'en rappelles encore 1 an, 2 ans après de cette partie-là spécifique. Là, donc, ça va toujours rester un de mes classiques, là, Battlestar Galactica. Alors, mon numéro 3, et je pense que c'est notre premier triple crossover. What? Et c'est le jeu Exit. Et voilà. Non! Ben oui. Je regrette. Ben oui. C'est sûr que t'es là. Numéro 3, nouveauté. J'ai fait les 6. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, un champion, j'en ai pas gagné une, mais ça change rien. En fait, c'est qu'on a fait ensemble, on s'est fait torcher. Ça a été fini ça à 10 étoiles. Ben, en moins d'une heure, je trouve que les exits sont rares. C'est ça, souvent, nous autres, ça nous a pris 1h30, 1h45, tu sais, en moyenne. Mais genre, notre meilleur résultat, peut-être 1h15, quelque chose comme ça, mais en bas d'une heure, je trouve ça assez rough. Il y a quand même beaucoup d'énigmes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les énigmes sont à part peut-être la première, juste pour te faire commencer, elle est rapide, mais les autres, faut que tu travailles, il y a plusieurs couches, des fois une énigme. Exact. Puis des fois, tu travailles sur une énigme, là, tu te rends compte, on n'a pas tous les éléments, fait que là, vraiment, on a perdu un peu de temps là-dessus, il faut travailler sur celle-là à la place. Puis c'est ça, bon, tu sais, on en a parlé, hein, on en a parlé beaucoup. J'ai bien hâte au nouveau, là. Malheureusement, je trouve que la traduction en français tarde beaucoup. Il y a encore juste la première série disponible en français. La deuxième vague, elle s'en vient là. Mais la troisième vague en anglais s'en vient très bientôt, puis ça va prendre. Quatre nouveaux! Mais moi, je les ai joués en anglais justement pour ça, parce que je veux pas capable d'attendre. C'est ça, moi aussi. J'aurais préféré les jouer en français malgré tout le reste, qu'il y a un peu de lecture. Je pense que ça nous a peut-être pas aidé dans 1 ou 2 énigmes à quelques endroits. C'est pas si mal non plus, mais pour les gens moins habitués à l'anglais, je vous conseille quand même d'attendre les versions en français. Ils sortent, c'est juste que bon, ça prend un peu de temps la traduction. Tout ça. C'est un bon du jeu. Oui, puis tu sais, je peux comprendre parce qu'il y a des énigmes qui sont basées sur la langue. Les jeux de mots, puis la sonorité. Exactement. Fait que ça peut être dur à transmettre puis à changer sans changer la nature des énigmes. Mais Yellow, bon, fait quand même un beau travail de traduction. Puis bien hâte de voir les 4 nouveaux scénarios qui s'en viennent d'Exit! Oh yes! Ok, alors le numéro 3 ici, c'est un jeu dans l'espace, en temps réel-ish, et le jeu Space Cadets. Oh! Space Cadet, Jeff Engelstein, la famille Engelstein. Alors c'est quoi Space Cadet? On va jouer, si on veut, l'équipage de Star Trek, hein, c'est pas mal ça, mais bon, cartoon, là, c'est pas vraiment Star Trek, là, c'est pas une licence, mais c'est vraiment le même genre de concept. On est dans un vaisseau, on explore, chacun a son rôle, donc il va y avoir le gars qui s'occupe des shields, la personne qui s'occupe des manœuvres, la personne qui s'occupe le capitaine, donc on a tous les rôles. Et c'est un gros jeu coop en fait où on a un tout petit vaisseau qui se déplace sur une map immense. On va aller faire des missions et tout ça. Et à chaque tour, il va y avoir une phase en temps réel dans laquelle chaque personne autour de la table va devoir travailler sur son mini-jeu. Donc chaque mini-jeu est un peu différent. Il y en a un qui c'est un jeu de pichenote, il y en a un qui c'est un jeu d'assemblage. Un jeu de mémoire. C'est ça, il y a tactile. Le tactile, il est le fun dans un sac. Donc il y a comme 7 mini-jeux. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 7 joueurs en fait. Et il y a 7 mini-jeux différents.
ou non, il y en a 6 en tout cas, peu importe, il y en a quand même beaucoup. Donc super intéressant, moi c'est un des jeux qui m'a le plus marqué dans ma vie, même si j'y ai pas joué souvent. Parce que malheureusement, le défaut de ce jeu-là, c'est qu'il est dur à mettre sur la table. Hein. Tellement long à expliquer. Il faut que tu Faut l'expliques. t'expliques toutes les minigames à tout le monde. Parce que ça se peut que ça change Ouais, pendant la exactement. partie. Fait que là, t'es comme, ok. Donc, c'est un jeu qui est un peu difficile à expliquer, un peu long à expliquer, mais super bon jeu, très difficile, plein de niveaux de difficulté, plein de scénarios différents. Très cool, en fait. Space Cadet, c'est à recommander si vous êtes motivé quand même là, par les règles un peu plus corsées. Ouais, non, c'est très cool. Moi aussi, je l'ai quelque part dans ma collection. En tout cas, quelque part dans le bibliothèque. Mais j'ai pas joué souvent, je l'ai pas sorti souvent pour les mêmes raisons que tu as dit. À chaque fois que je l'ai sorti, on a tellement eu du fun. Ouais, c'est vraiment le fun. Généralement, on va jouer deuxième partie tout de suite après parce que là, tu l'as il pas est sur la eu. table, il est tout sorti. Là, Tout le monde sait jouer, tout le monde est prêt. Tout setupé les stations, puis tout ça. C'est un jeu qui est vraiment, tu sais, c'est léger, tout ça, mais c'est vraiment intelligent, c'est vraiment difficile. Tu sais, Jeff Engelseed, c'est un mathématicien vraiment aguerri, là, donc tu vois que c'est toujours dans ses jeux. Ça s'imbrique bien aussi, chaque petite station, tu sais, ce qu'il y a à faire, tout ça, tout, quand tu c'est mets ça ensemble interconnecté. après. Ah ouais, non, c'est impressionnant. De la communication aussi entre l'équipe, hein, les actions qu'on va faire, quelle énergie Celui que qui ça pilote, signifie. là, oh my god. C'est ça, là, fait qu'il faut quand même une bonne communication. Comme qui programme en plus ses affaires, puis oh my Super God. cool. Ouais, non, c'est très cool Space Cadet. Là. Alors, mon numéro 2, jeu qui a déjà été mentionné, et c'est un jeu assez clé, assez majeur pour moi et pour Simon, et c'est le jeu Sherlock Détective Conseil. Oh. Alors, synchro. Alors, ben oui, je pense qu'on en a parlé beaucoup, pas grand chose d'autre à dire sur ça. Il y a eu des nouvelles versions updatées aussi du jeu. Moi, j'ai encore la version qui date quand même de début 2000 ou mi-2000. Il y a des nouvelles versions avec... C'est toute une nouvelle campagne, là, en des plus, nouvelles avec une campagnes, nouvelle exact. histoire, pis tout ça, Parce avec que- Jack the Ripper, si je me trompe Exactement. pas, ouais. Parce que dans la version que j'ai et que tu as joué, dans le fond, c'est plus Moriarty, le super vilain. Donc, il n'est pas dans tous les scénarios, mais de temps en temps, il va apparaître. Il va foutre la main. Il est fatigant. Là. Oui. Mais c'est ça, fait qu'il y a vraiment des nouveaux scénarios qui existent. Il y a des extensions, parce que dans la boîte, il en vient 10 scénarios. Puis il y a des extensions pour ça aussi. Donc, pour moi, un jeu assez exceptionnel. On a la génération des livres dont vous êtes le héros. Hein, fait que ça a un vient petit à attrait, ouais, un petit attrait pour ce jeu-là. Donc, c'est mon numéro 2, Sherlock Détective Conseil. Ok, ben mon numéro 2 a déjà été mentionné par JF, hein, bien entendu, on vient de la même place, on joue pas mal ensemble. Il s'agit du jeu Magic Maze. L'enfant de Escape of the Cursed Temple, qui était un des premiers jeux coop en temps réel auxquels on a joué. Pour moi, Escape serait plus sur ma liste si Magic Maze serait pas là. Mais en fait, j'ai Vrai, noté ça l'a exactement. tassé, Ça l'a tassé, c'est ouais. Tu sais, j'aurais pu le mettre ailleurs, Escape, sauf que là, je me suis dit, c'est tellement dans le même lot de jeux Même que moule, j'ai là. décidé de les mettre, pas les deux. Mais Escape était dans mon top 2 de jeux coop juste avant que je joue à Magic Maze, Ouais. qui est vraiment Il l'a intéressant. vraiment poussé, malheureusement. Là. Mais c'est qu'il y a plus de rejouabilité, j'ai Ouais. l'impression, pour Magic Maze, puis il y a plus le côté de on est une équipe, puis on va faire tous les défis ensemble, on va faire toute la campagne. Escape, là. souvent, on part chacun de notre bord. Là, ou, tu sais, Ouais, ça, on se regroupe pour faut pas faire faire ça. quelques défis, mais tu sais. Non, puis surtout que d'une partie à l'autre, c'est que le hasard va déterminer un peu est-ce que tu vas bien t'en sortir ou non. Alors que dans Magic Maze, tu sens la progression d'un. Tu sais, Escape, tu vas jouer 10 parties, ben il y en a qui vont être plus difficiles, il y en a qui vont être moins difficiles, mais ça va être un peu pareil tout le temps, même si c'est très cool. Alors que Magic Maze, chaque scénario amène son lot de règles qui changent complètement la donne. Une courbe d'apprentissage plus intéressant, comme tu dis, tu sais, Escape, ben, c'est beaucoup. Si j'ai été plus chanceux ou moins chanceux au dé, ça va influencer beaucoup, alors que là, t'as perdu la première fois parce qu'il y a des choses que tu Parce que faisais tu l'as pas bien fait. C'est ça, puis là Exactement, t'apprends, puis là t'es comme, ah, maintenant il faut tout le temps faire ça avant ça. Puis tu sais, il y a cet apprentissage-là qui est plus intéressant peut-être, puis qui rajoute là, une couche de stratégie dans un jeu chaotique, de même. Absolument. Moi, mon numéro 2, c'est un jeu que j'ai joué tellement de fois. C'est un c'est un jeu de cartes, en fait, là, de super-héros. C'est Legendary Marvel, Ok, donc oui. le jeu de deck building. Je suis un gros fan de deck building, je suis un gros fan de Marvel. Ça va bien ensemble. Ça hein, c'est fait le bon match. de coop, fait que tu sais, l'association c'est bien. Même si à la base le jeu est pas coop, en fait, le jeu est semi-coop à la base.
on est censé compter nos points à la fin de la game, Ok. mais on n'a jamais joué comme ça. Nous Ah, autres. ok, bon. On a toujours joué que, ok, ben, on bat le vilain, on gagne tout le monde ensemble ou on perd tout le monde ensemble. Mais ça fait que tu vas faire des choix de vilain aussi, puis de scheme en conséquence. Tu mettras pas un scheme super facile ou tu vas y aller avec une combinaison qui est brutale parce que là, on joue vraiment full coop. Puis le jeu, il y a tellement d'extensions puis de cartes qui sont sorties. Puis la difficulté augmente aussi là, avec les extensions. Fait que tu peux vraiment avoir des défis très intéressants avec le jeu, des combinaisons de héros différents, de vilains, des synergies que tu n'aurais des fois même pas pensé. Pour le fun, on va mélanger tel héros et tel héros. Puis là, au fur et à mesure que les cartes sortent, ben oui, on peut combiner lui puis lui, ça fait des pop-up combos. Nice. Donc la variété dans le jeu-là, pour vrai, t'auras pas. Tu ne joueras jamais deux fois la même game. Tu peux tellement avoir de combinaisons différentes de ce que tu peux mettre. Fait que c'est un jeu que je dois jouer 50 fois d'après moi. Ok. Legendary, à toutes les sauces. Là. Tu vois, moi, c'est un jeu qui m'avait vraiment laissé dubitatif. Là. Ça m'avait laissé sur ma faim, j'étais pas convaincu, mais là, tu viens de dire 2 points que je trouve qui sont intéressants. Probablement, je trouve quand un jeu coop rajoute une façon de gagner seul, je trouve que c'est toujours un peu artificiel. Ouais. Puis là, je vois ça, Legendary Marvel, ok, le public cible visé n'est pas habitué à jouer à des jeux coop, donc on va mettre un petit élément de celui qui a tué le plus de monde va gagner. J'étais comme déjà un peu refroidi. Et j'ai trouvé, moi j'ai juste joué la première version, mais que c'était facile. Ouais, les Masterminds sont vraiment pas Trop difficiles. facile pour un jeu coop. T'es comme quand tu gagnes 80% de tes parties. C'est un jeu aussi qui s'adapte mal au nombre de joueurs. Parce que si tu joues à 2, ben on joue à 2, notre tour revient super vite. Fait que là, dans notre deck, on le construit vite, on devient vite fort. Si tu joues à 5, le temps de faire un tour de table, là, les vilains ont joué 5 fois. Là. J'ai acheté une carte, là. Fait que mon deck est encore poche. Fait qu'à 5, ça devient extrêmement difficile, mais à 2, ça devient extrêmement facile. Ouais. Fait que ça aussi, c'est dur à adapter. Fait que à 3, moi, c'est mon nombre de joueurs idéal. Tu sais, oui, tu vas quand même avoir un bon défi, puis faut que tu fasses une combinaison pour que ça soit difficile. Ouais, ok, c'est ça. Ben, c'est peut-être avec toutes les extensions, puis tous les combos, il y a de la richesse dans le jeu. Quand tu mets Thanos comme Mastermind, puis que tu mets le assemblé, le gantelet de l'infini comme plan, la partie est extrêmement difficile. C'est pas une des pires combinaisons que tu peux pas faire. Mais tu sais, c'est cool parce que c'est difficile. Ouais, ben c'est ça que tu veux là, dans un jeu. C'est une histoire épique. Là. C'est d'actualité. Là, le film d'Avengers, il vient de sortir. Là, Infinity War. C'est fou, Infinity War. Là. Fait que, ouais, moi, Legendary, ça reste un de mes grands classiques parce qu'on le joue full coop. Oui. Parce que ce côté-là, moi aussi, je trouve ça ridicule de mettre un seul gagnant finalement. T'sais, si je vois que j'aurais pas assez de points, pourquoi je t'aiderais à gagner? Ben, ça l'amène de l'anti-jeu un peu. Exactement, puis ça fait pas des belles expériences de jeu. Dans un jeu coop, on sent que c'est un jeu coop, il est bâti pour être un jeu coop, tout est là pour ça. Je pense, mais là, je t'entends parler, le fait d'être un fan de Marvel, d'après moi, c'est un gros plus là, dans ce jeu-là. Parce qu'ils ont fait aussi Legendary Alien, puis là, comme c'est le même. Je les ai pas mal tous joués en fait, là, les autres aussi, là, pour les tester. Puis c'est clair que c'est très thématique aussi l'expérience de jeu que tu vas avoir parce que bon, dans Marvel, c'est toutes les cartes que tu vas jouer, le scheme, le plan du super vilain, c'est toutes des histoires inspirées des BD. Ouais, okay. Quand tu joues à Alien, mais les objectifs, c'est tout par rapport au film, les scénarios. Fait que c'est vraiment, ça vient chercher l'aspect thématique aussi, fait que ça rajoute un petit peu à l'expérience de jeu. Mais Alien, Firefly, Predator sont tous très bons aussi comme jeu coop. C'est vraiment l'univers que vous préférez. Si vous aimez mieux super-héros, allez-y avec Marvel. Si vous tripez sur la science-fiction et Alien, mais allez-y avec Legendary Alien, puis ça va être merveilleux. Ok, alors j'ai médité longuement pour choisir mon numéro 1 et j'ai fait mon choix, ça a été un peu difficile. Mon numéro 1, il s'agit d'un des jeux les plus emblématiques, il s'agit du jeu Diplomatie. Diplomatie, ce jeu qui brise les amitiés. Bien entendu, on s'entend que c'est possible de gagner. C'est pas un jeu coop. Non, mais on peut gagner tout ensemble. C'est pas un jeu coop, Diplomatie, c'est quoi ça? Okay, je comprends que ça allait peut-être faire un peu de controverse, que ça allait peut-être amener des problèmes, mais on s'entend qu'on peut décider de faire la paix tous ensemble dès le premier tour. Ok, bon, ben. C'est jamais arrivé! Arrête, c'est jamais arrivé! Ok, la prochaine fois qu'on va faire un top sur les jeux coop, je vais m'arranger pour que ça soit arrivé. Comme ça, on va pouvoir vraiment s'entendre que c'est un jeu coop. Éviter les morts de la Première Guerre mondiale, il n'y a rien de plus coop. Bon, ben j'avais quand même prévu là, que
Un plan B, Il fallait s'opposer à tout ça. C'est bien entendu le jeu Pandémie Legacy, sans surprise. On pourrait même dire l'ensemble de la franchise Pandémie, sauf que je trouve ça un peu large. On va y aller avec Pandémie Legacy saison 1 parce que j'ai pas essayé la 2 encore. Quoi dire vraiment là-dessus, JF? Je veux pas te divulgacher ton top, mais tu sais. Ben, je vais le dire, en numéro 1, Pandémie, la saison, la franchise au complet. Ben écoute, c'est sûr que c'est basé beaucoup sur le Legacy, parce que Pandémie Legacy a vraiment mis de l'avant cette nouvelle type de mécanique. Très bien intégré. Exactement, même si Risk existait avant. Risk Legacy il était a emmené déjà ça à un là. autre niveau aussi. Là. Exactement, aussi prendre une franchise qui marchait déjà bien, un jeu qui marchait déjà bien, très connu, très populaire dans les premiers, pas le premier, mais 2008, Pandémie, un jeu qui a un peu ouvert la porte aux autres co-op, donc d'aller prendre ça, de travailler avec l'auteur aussi, Matt Leacock, sur ce jeu-là et d'amener un nouveau principe. C'est un peu le Legacy qui a ouvert la porte à tous les jeux un peu comme Exit, c'est-à-dire des jeux destructibles, Des jeux de jeux de scénario que tu ne peux pas refaire. Donc pour moi... ça a été un précurseur dans tellement de domaines, la franchise de Pandémie, ça l'a amené tellement de choses en fait que c'est indéniable. Puis l'expérience de jeu, c'est narratif, c'est difficile, c'est coop, il y a des choix déchirants à faire, il y a des choses qui sont non réversibles. Des cartes déchirantes. La première fois que tu déchires une carte dans un jeu, c'est sûrement dans Pandémie Legacy. T'as une petite goutte de soir, t'es comme, vas-tu vraiment déchirer une carte? C'est partie de l'expérience. Ah ouais, puis c'est le fun, puis t'écris sur le plateau, puis là tes personnages ont des liens entre eux, puis ils peuvent mourir, puis il se passe plein de choses. J'ai juste vraiment hâte d'essayer la saison 2. Pandémie Legacy, expérience absolument incontournable. Mais il y a un aspect narratif qui vient, même s'il n'y a pas vraiment de narration. Tu sais, il y a un petit peu l'histoire qui se crée, tout ça, mais on dirait que justement dans les liens d'amitié que tu peux créer entre tes personnages, puis dans quel personnage tu choisis, puis comment il se développe aussi. Il y a comme une narrativité qui vient, puis quand en plein milieu de la game tu tournes une carte, puis des nouveaux trucs arrivent, tu comme enlève tout ça, puis remplace par ça, puis t'es comme oh shit. Donc vraiment assez précurseur, vraiment intéressant. Après ça, la franchise Pandémie, écoute, Pandémie, tu sais, parce que c'est un jeu assez marquant, assez classique, ils ont sorti plein plusieurs extensions pour le jeu, assez intéressant aussi, et des spin-offs. Rising Tide. Ouais, ça c'est le nouveau. Le Iberia. Puis Iberia, c'est les trois là, en ce moment qui sont là. Même que le Rising Tide prend une nouvelle tendance d'une certaine façon. Parce direction. Ouais, exact, parce que c'est plus un jeu où tu vas essayer de désinonder un pays, dans le fond, parce que la hauteur de l'océan monte, puis inonde les terres, puis tu essaies de construire des barrages et de désinonder ces terres-là. Donc, on sort un petit peu dans l'aspect de guérir des maladies, ce qu'il y a quand même dans Iberia et dans Cthulhu d'une certaine façon. Donc, il y a une franchise assez intéressante. Il y a le jeu de dés, il y a des expansions pour le jeu de dés. Absolument. Donc, tout ce que... Et il y a l'événement, c'est quoi déjà le nom? Survivor? Le Pandemic Survival. Les tournois. Deux joueurs, un tournoi coop. C'est la même partie pour tout le monde. Là. Super intéressant. Exactement, un maître de jeu qui va piger les cartes, puis ça va être le même jeu pour tous les joueurs, sauf que on va prendre des décisions différentes, puis ça va être l'équipe qui reste le plus longtemps. Aujourd'hui, on retrouve des jeux coop sur le marché, il y en a des dizaines, des centaines. Et je pense que s'il n'y avait pas eu pandémie, ça serait pas là. Ça serait pas aussi populaire, je pense, aujourd'hui, les jeux coopératifs. C'est un que. C'est pas le premier, mais c'est le premier qui a ouvert les portes, qui a popularisé ce style de jeu-là, je pense. Ouais, exact. Moi aussi, quand c'est sorti, j'ai joué à Pandémie, On a joué jusqu'à s'écœurer, mais. Exactement. Après ça, on a fait tel autre jeu coopératif, on a le goût de l'essayer. C'est ça un peu qui nous a donné la piqûre du jeu coop, c'est Pandémie. Dans le jeu moderne. C'est ça, exactement. Puis tu sais, on parlait de Ghost Stories qui est sorti pas mal presque dans les mêmes années. C'est plus en dessous du radar. Un petit peu plus, il a été pris par les gamers puis par les joueurs plus expérimentés, mais Pandémie est une expérience quand même assez facile à montrer à des gens moins gamers. Puis c'est pas le meilleur jeu d'introduction pour moi vers le jeu de stratégie, mais quand même... Il est comme assez accessible. Assez accessible. Puis une fois que tu as joué à ça, tu connais beaucoup de mécaniques, donc ça t'ouvre les portes pour d'autres choses. Donc, bon choix. C'est un vrai bon choix, ça. Un vrai coop. C'est synchro là-dessus. On était là pour te bully, en fait. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai choisi d'autres choses. En fait, j'ai décidé de pas mettre Pandémie Legacy dans mon top. J'ai décidé de pas mettre Gloomhaven dans mon top. Même si c'est des jeux coopératifs, le côté coopératif
je vais l'aimer mieux dans d'autres jeux. Tu sais, je les aime, ces jeux Legacy-là, pour l'expérience. Hey, on avait tous préparé notre speech pour trasher Gloomhaven. Ouais, je sais. On Vous jeter ça. vient de perdre de l'argent. Vous pouvez jeter ça au vidange. Donc, mais mon jeu, mon numéro 1 coopératif, c'est le jeu dans ma collection qui a fait que j'ai arrêté de jouer à Pandémie, normal. Ok. C'est le jeu qui a remplacé Pandémie. Oh, ouais, là, je Parce qu'il y en regarder, est quand même inspiré. C'est un jeu qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. C'est un jeu qui n'a pas été super populaire. C'est un jeu de pirate. Oh, Dead Man Tells No Tales. Dead Man Tells No Tales. Ok, nice. Ouais, ça c'est mon numéro 1. C'est mon numéro 1. Dead Man Tells No Tales. Hein, hein, voilà. Donc, c'est un jeu d'action un peu comme Pandémie. Tu joues un pirate. Tu vas te promener dans un bateau qui est en train de couler, qui est Bateau en feu. là, Donc, c'est faut que ça, tu combattes ouais. les flammes. Tu as des dés qui représentent les flammes. Fait que faut que tu combattes ça, faut que tu les descendes pour qu'il y ait trop d'explosions dans le bateau. Si y a trop d'explosions, le bateau coule, tu perds. Le but, c'est d'aller chercher les trésors et les sortir du bateau. Fait que tu as une espèce de pick-up and deliver, si tu veux. Faut que tu ailles battre les gardiens des trésors. Fait que tu as un petit combat avec des dés. Tu ramasses le trésor, après il faut que tu le traînes le trésor. Fait que quand tu le traînes, tu te fatigues plus vite. Fait que là, s'il y a du feu, ça devient encore plus difficile, tu perds beaucoup d'énergie. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, t'as même des petits squelettes qui vont essayer de te bloquer, qui apparaissent, faut que tu gères aussi sur le plateau, parce que s'il y en a trop, si tu peux pas en mettre sur le plateau, un peu comme les cubes de Pandémie, tu perds. Fait qu'il y a comme plein de façons de perdre, mais c'est qu'il y a plein de choses à gérer dans ce jeu-là. Mais plein de choses qui sont différentes. Fait que, tu gères le feu, tu gères les squelettes. Faut que tu ailles te battre. Faut que je transporte les coffres. Faut que je construise le bateau que j'explore aussi. Fait que c'est des tuiles, on a une pile de tuiles. Ah ouais. Au début de ton tour, tu vas placer une tuile dans le bateau. Ouais. Là, tu vas placer quelque chose sur la tuile. Fait que je trouve qu'il y a plein de petites mécaniques qui sont mélangées ensemble. Puis ça fait plein de choses différentes à gérer. Tandis qu'à Pandémie, tu sais, bon, je gère des cubes jaunes. Genre des cubes rouges, des cubes bleus. Tu sais, c'est la même chose que tu gères 4 fois. Là. Tu fais juste gérer des cubes. Fait que je trouve que lui, il ramenait un peu ce concept-là, mais il y avait plusieurs choses à faire. Puis une des choses qui est vraiment cool dans ce jeu-là, t'as 5 pièces d'or qui représentent tes 5 actions dans ton tour. Si moi, dans mon tour, je veux faire 3 actions seulement, mais mes 2 autres pièces d'or, je t'ai donne. Ah, Fait cool. que toi, à ton tour, tu vas pouvoir faire jusqu'à 7 actions. Intéressant. Fait que tu peux transférer les actions que tu n'utilises pas aux autres joueurs. Ça, c'est rare. Fait que ça, c'est quelque chose de rare dans les jeux, puis c'est vraiment le fun. Fait que ça peut te permettre ah, là, on a besoin de plus d'actions là-bas parce qu'il y a une explosion, ça a pété, il faut qu'on baisse le feu. Fait que là, ok, tout est là-bas, je vais te donner des actions. Fait que ça donne plus de flexibilité aux joueurs. Une meilleure communication, faut qu'on puisse. Ça va vraiment cool en fait. Je connaissais même pas le nom en fait. C'est un jeu que, je sais pas, j'en ai entendu parler. Il a vraiment passé. Ça avait l'air nice, puis on n'a pas entendu parler. Je sais pas s'il a vraiment été. C'est un jeu qui a des Kickstarter, mais tu sais, il y a une campagne de 30-40 000. Ok, un truc vraiment. Il a jamais vraiment été distribué, je l'ai jamais vraiment vu en boutique. Il a peut-être été, mais peut-être pas vraiment au Québec. On a pas eu en fait. plein de copies, là, tu sais, c'est vraiment. Y a-tu une version en français? Non, il y a juste en anglais. Non, c'est ça, mais dès qu'un jeu n'existe pas en français, il se rendra pas au Québec sur les. Il y a moins de chances qu'il se rende. Non, c'est. Ah, ben vraiment intéressant, c'est vrai, tu nous as surpris. Je vous l'avais dit. Bon, ben comme Gloomhaven n'était pas premier, on encourage tous les téléspectateurs et téléspectatrices à aller donner la note de 1 à Gloomhaven sur le GG. Je n'endosse pas cette décision. Afin que Pandémie Legacy reprenne la pole position. Sa vraie place, là, sa vraie place, number one, quand même. Donc c'est un peu malhonnête, mais bon, faut ce qu'il faut. Et voilà, c'est ce qui conclut notre top 10 des jeux coopératifs. J'espère que vous avez aimé nos choix. On aimerait ça connaître les vôtres, ceux qui nous écoutent, là. Écrivez-nous ça en commentaire. C'est quoi vos jeux coopératifs favoris? Si vous avez mieux Gloomhaven ou Pandémie Legacy. Ouais, ben ouais, là, on s'entend que c'est clair le choix, mais faites de votre merci mieux. Simon. Ben merci beaucoup David, c'était un plaisir. On peut t'appeler David si on veut l'appeler professeur Board Game. Tu peux appeler David. Ok, c'est bon, ben c'était vraiment très cool que tu nous invites. là. J'espère qu'on va se revoir peut-être dans un de nos épisodes, ça pourrait bien. On sait jamais, hein, des fois les choses sont bien faites. Merci Jeff. Ouais, merci à toi, c'était vraiment cool. Beaucoup dur de faire des top 10, hein, tellement de jeux qu'on voudrait parler, tellement juste j'en vois là-dedans que je suis comme. Puis souvent, on se rend compte aussi que c'est des choix émotifs qu'on fait. Ouais. C'est pas nécessairement le jeu qu'on. Tu sais, c'est pas. C'est dur à Ça fait expliquer. 2 ans que t'as pas joué, mais des comment ce jeu-là c'était vraiment bon. Tu sais, Battle Star, j'ai joué une fois dans les 3 dernières années, mais il était là, il a toujours sa place. Fait que tu sais, petit choix émotif, les top 10. Ouais. Ouais, exactement. Les gars, où on peut vous suivre, Balado Ludique? Ben, je dirais la meilleure place vraiment pour nous suivre, c'est Facebook.
Balado ludique, vous tapez ça dans Facebook, là, puis ça va vous amener sur notre page. Puis vous la likez. Là. Ouais, vous pouvez la liker, c'est toujours mieux. Pour les gens qui sont vraiment juste là, podcast, puis qui veulent juste écouter, pognez l'application Stitcher ou n'importe quelle application de podcast que vous avez déjà, tapez Balado ludique, vous devrez pouvoir nous trouver facilement comme ça, vous abonner, puis ça va rentrer dans votre téléphone automatiquement à chaque semaine. Le jeudi à 11h11, ça sort. Pas une minute plus tard. Là. Ben non. On est des gars, on est sur l'horaire, là, on a des vies chargées. Sinon, on a plein de messages. On a des messages de plainte, puis des menaces. C'est pas drôle, hein? Non, c'est ça, exact. Parfait, donc allez suivre leur page, allez écouter leurs épisodes de podcast, c'est très intéressant. Et ils ont plein d'invités de marque cette année, donc c'est un plaisir garanti. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire. Il y a un petit bonhomme ici en bas de Simon, là. Vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez venir aussi nous donner sur notre campagne Patreon pour nous encourager. Et vous pouvez nous suivre sur passionboardgames.com. Et voilà, on vous souhaite une excellente fin de journée, tout le monde. Et continuez de gamer. Ciao!